Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Parce que nous, on va super bien. Je ne sais pas si vous êtes rentrés dans la salle, mais c'est une ruche. C'est merveilleux. C'est toujours d'ailleurs une joie, un privilège de vous retrouver ici, à l'Accor Arena, où vous, derrière votre écran, depuis les 4 coins du monde, et partagez ainsi, ensemble, un instant de vie incroyable. Un instant vrai, ici et maintenant. Et d'ailleurs, quand on parle de l'Accor Arena, Fabienne Moser, qui est, on peut dire, la taulière du coin, nous fait l'amitié d'être avec nous. Je vous demande de l'accueillir. Fabienne Moser. Bonjour à tous. Bonjour. Alors évidemment, au nom de l'Accor Arena que je représente devant vous aujourd'hui, je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir qu'on a, nous, ici, toutes les équipes de l'Accor Arena, de retrouver du monde dans cet endroit qui est un endroit de plaisir, évidemment. Donc j'espère qu'on vous verra tous sur les nombreux concerts qu'on aura cette année. Mais l'Accor Arena, c'est un lieu de rencontres, de business. On est heureux, vous êtes tous là. Et puis surtout, avec Patrice, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille ensemble. Pourquoi ? Parce que la confiance, c'est un maître mot chez Patrice, mais c'est vrai que cette relation de confiance que nous avons tous ensemble fait qu'on arrive année après année à faire des éditions magnifiques de Big, et on est vraiment tous très très heureux. Merci Patrice. Merci à toi. Big, vous l'avez compris, c'est aussi une famille en fait. C'est une famille de femmes et d'hommes qui ne font pas deux petites équipes, mais une seule et même équipe. Et ici, je tenais à remercier, on le dit souvent dans les émissions de télé, excuse-moi Michel, on dit à la fin le remerciement à tout le monde. En fait, je le fais au début et je voulais remercier Clément de derrière, de Jérôme, Guillaume, qui nous font la réalisation, qui nous font la captation, pour que ces centaines de milliers de personnes qui sont derrière l'écran puissent nous voir. Merci beaucoup à vous. Et on peut les applaudir, oui. Et gardez les mains en même temps pour Barbara, pour Nolwenn et pour Angélique, qui ont préparé avec cœur, passion et talent ce moment. Alors BPI France InnoGénération, je vais vous la faire courte. Big, c'est le plus grand rassemblement business d'Europe, fait par les entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Mais c'est aussi le plus grand plateau télé européen. Il y avait M. Gilles Salé qui était juste à côté, le grand président directeur général d'AMP Visual. C'est plus de 60 caméras partout, c'est 260 heures de live, 400 ateliers et conférences, 1000 speakers dont 70 top speakers mondiaux. Et comme le disait très bien Fabienne, c'est la 7e édition. 7e édition de BPI France InnoGénération, la journée des entrepreneurs. Une journée pour servir l'avenir. Permettre tout simplement en fait, à ces femmes et à ces hommes, ces entrepreneurs, d'oser grandir pour servir l'avenir. C'est la raison essentielle de BPI France. BPI France, comme vous le savez, vous conseille, vous entrepreneurs qui êtes là, vous accompagne, tous les entrepreneurs français, quelles que soient les décisions à prendre, les épreuves à traverser. Et Dieu sait qu'on en a traversé depuis le mois de mars 2020. Tout se passe comme, j'allais dire, s'ils venaient, les entrepreneurs, chercher chez nous un peu l'énergie, un peu l'impulsion et même l'autorisation d'aller conquérir l'avenir. Alors 2021, l'année du renouveau, de la création, de l'innovation, de la réinvention de tous les modèles, l'année de l'accélération de la transformation. On aurait pu vous dire c'est l'année de la transformation. On n'est pas du tout comme ça chez nous, c'est l'accélération de la transformation. Alors c'est vrai que si on fait un rapide retour, si on parle de 2020, je voulais vous le faire très courte, 2020 a voulu nous abattre, a voulu nous mettre à l'arrêt. Et puis 2021, on a osé, on a rêvé, on a innové, on est parti à la rencontre des Français, des entrepreneurs. J'allais vous dire, on est parti un petit peu à la conquête du monde parce qu'on est un petit peu fou dans cette période-là. Et le mot conquête, conquérir, c'est grandir. Conquérir, c'est tout simplement croire en ses rêves. Conquérir, c'est rester vivant. Conquérir, c'est toujours aller de l'avant, ne jamais regarder derrière soi. Conquérir, en fait, c'est vivre. Hein. C'est vivre sa vie, c'est prendre des risques. Conquérir, c'est plus que jamais être libre. Et vous allez les voir, les entrepreneurs qui vont venir. Ils sont libres. Et la liberté, elle vous appartient. Elle appartient surtout à celles et ceux qui la conquièrent. Et nous avons l'habitude de dire, prenez vos risques. Vivez vos vies. Faites vos jeux. Conquérir, c'est aussi dominer sa peur. Conquérir, c'est ne jamais céder, mais toujours céder. Jeu de mots.
C-E-D-E-R, et jamais S'-A-I-D-E-R. Ça veut dire s'entraider. Conquérir, c'est avoir confiance. Et nos 18 merveilleux et merveilleuses intervenants de ce matin, 9 femmes, 9 hommes, si j'avais des mots à leur dire, là, ils sont incroyables, ils sont audacieux, ils sont courageux, ils sont authentiques. Et ce que je vous demande, c'est de vous livrer, les amis, hein, sans ego, sans filtre, sans peur, avec la niaque qui est la vôtre, votre énergie. Elles ou ils sont chefs d'entreprise, des artistes, des héros quotidiens. Alors, comment font-elles? Comment font-ils pour toujours avancer, libérer leur énergie? On s'est dit, le en avant, là, ça propulse tout. Vous ressortez, vous dites, en fait, je suis salarié, je deviens entrepreneur. Et là, on aura gagné. Parce qu'il faut qu'on double le nombre d'entrepreneurs en France. Donc, vous allez nous le dire à la fin, et on le saura rapidement. Et à l'heure où certains cèdent à la peur, à l'obscurantisme, d'autres bougent, se retroussent les manches, avancent, font avancer la France, quoi. Et on a tous, en fait, le pouvoir de faire changer les choses positivement. Bouger les lignes, conquérir le monde. Alors, osons, créons, encore et encore plus, n'ayons pas peur d'être entrepreneur, parce qu'entrepreneur, c'est le meilleur. Être entrepreneur, c'est être conquérant. Être entrepreneur, c'est savoir innover, se transformer. Et BPI France est là et sera là plus que jamais, avec ce qu'on sent ici chez vous là, ce réseau social d'entrepreneurs. Cette transformation de la France, avec nos actionnaires, l'État, la Caisse des dépôts et tous nos partenaires. Et je tiens à remercier les régions, les villes, Madame la maire de Trouville, Monsieur le maire de Savines-le-Lac. Vous êtes tous là. On l'a vécu cette tournée. Alors plus vous vivez, plus vous créez de la valeur. Donc vivez. Alors l'avenir, je le redis une fois de plus, appartient à celles et ceux qui le créent. Je vois une jeune femme là, qui a moins de 20 ans, qui à 18h ce soir va être face à face avec le premier homme de la France, le président de la République. Ah oui, on vous invite tous à 18h. On fait une réunion, on sera un peu plus nombreux, mais voilà. Et tu vas le faire, tu vas le gagner ton pari. Les VTE, les volontariats territoriaux d'entreprise, ça c'est l'avenir. Et donc quand tu as des doutes par exemple, on en a parlé dans ta préparation, le seul moyen d'effacer les doutes, c'est de renouer avec ses certitudes. Et tu en as des belles, et vous en avez des belles. Notre pays, on le sait, doit doubler le nombre d'entrepreneurs, doit doubler rapidement le nombre d'entrepreneurs pour pouvoir financer ce que mon ami Franck Provost appelle l'État-providence. Pour cela, il faut donner l'envie aux plus jeunes de vouloir entreprendre. Et ça, pendant cette période-là, quand ils ne pouvaient pas ouvrir ses salons, nom de Dieu, il était là, il était présent. Non seulement leur donner l'envie d'entreprendre leur vie, mais leur donner l'envie de franchir le cap de l'entrepreneuriat. C'est pour cela que nous sommes repartis pour la 3e année consécutive à la rencontre des Français sur toutes les routes de France et que vous avez vu au tout début cette vidéo avec le mot du président de la République. 15 ministres sont venus, tous les présidents de région étaient là. C'était extraordinaire pour faire découvrir le savoir-faire entrepreneurial français, insuffler l'esprit d'entreprendre, susciter aussi de nouvelles carrières. Cette grande tournée estivale, tiens, on devrait l'appeler festival, de la relance, de la confiance, la tournée de tous les Français, le Big Tour. Le Big Tour, quand il parle de millions, ce sont des dizaines de millions de Français qui ont été touchés. Je vous donne quelques chiffres. 6 millions de contacts uniques en télé, 7 millions d'auditeurs touchés en radio, notamment avec les Indes des radios, première puissance radio en France, et je salue Jean-Éric Valli, son président qui est avec nous. Vous aviez toute la presse qui était là. Merci à Natacha Polony, à tous nos partenaires presse qui étaient là, d'avoir fait ce que vous avez fait. C'est-à-dire que Natacha a pris la responsabilité de faire 3 pages toutes les semaines pour parler de ces entrepreneurs, de ces TPE, de ces PME. C'était jamais fait. On s'est vu, on a discuté, et puis avec des gens bien, ça avance. 12,7 millions de lecteurs, vous vous rendez compte, ont suivi le Big Tour, rien que sur la presse. 17,1 millions de contacts uniques en digital. C'est dingue. 300 partenaires
qui ont fait rayonner les territoires. D'ailleurs, si vous êtes là, levez-vous. Ben, levez-vous. Allez-y, ceux qui ont participé au Big Tour, voilà. Allez, voilà, qui étaient là. Les maires, vous pouvez les applaudir. Hein. Les maires, les élus, les équipes. Bravo à vous. Vous voyez, c'est anti-Covid, le Big Tour. Hein. Et le Covid, il est toujours présent et on s'adapte à lui. C'est bien chiant, ça. Hein. Mais il y aura une fin à tout. Comme toujours, comme dans toutes les crises. Et puis ça repartira. Mais il faut toujours avoir cette avance. Et donc l'avance, c'est aussi la transition énergétique. Et la transition énergétique ne doit pas être une mode. C'est bien, c'est sympa, c'est cool, c'est fashion, c'est hype. Pas du tout. Elle doit être encore moins le fait de faire parler de l'un ou de l'autre, encore moins. Le climat doit être notre priorité. À toutes ici et à tous, il en va de la survie de la planète et l'humain ne devra plus jamais être oublié dans tout ça. D'ailleurs, cet été, lors du Big Tour, nous avons applaudi chaque soir tous les héros du quotidien qui nous ont aidés à vivre en pleine pandémie et je suis très content également qu'un très grand professeur soit avec nous tout à l'heure. Et donc, merci à tous ces bénévoles. Durant la tournée, on était 125 sur toute la tournée, puis on enchaînait les gens. Enfin, c'était extraordinaire. On a engagé plus de 2400 personnes. Alors oui, on a tous des droits et des devoirs. On a aussi le devoir de mémoire. Et n'oublions jamais tout ce qui a été mis en place par l'État, ce pont aérien de cash de dingue. Le prêt garanti par l'État, il ne faut pas l'oublier, il a permis à plus de, si je ne me trompe pas, 689 000 entreprises, 142 milliards d'euros. Vous pouvez applaudir l'État. Et les régions, et les villes, et nos élus. Ça fait du bien. Alors chez BPI France, on n'a jamais rien lâché. On est toujours été très proche de nos entrepreneurs qui font le moteur de ce qu'on aime, hein, le moteur de la France. Et j'aime rappeler à chaque fois que vous, entrepreneurs ici présents, vous êtes aussi des héros avec vos salariés. Vous aussi, vous n'avez jamais rien lâché. Votre courage, votre bravoure, votre résilience, en fait, permettent à la France de ne pas tomber. Et ça, franchement, ça force le respect. Vous constituez cette France unie, cette France engagée. C'est grâce, en fait, tout simplement à vous, hein, à votre énergie sans faille, vitale, qu'on peut investir dans l'avenir qui est notre jeunesse. C'est cette jeunesse qui a besoin de nous pour se construire, pour créer. Nous devons aussi l'accompagner. Il y a les femmes issues des quartiers qui sont aussi là et que je remercie foncièrement d'être avec nous parce qu'on fait des choses formidables dans les quartiers ensemble, de tous les horizons pour redonner la confiance, aider à se relever. L'entrepreneuriat au féminin, c'est fondamental. Pour moi, c'est l'avenir, ça aussi. Et l'avenir, c'est aussi la jeunesse. Et l'avenir, c'est la France. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Et l'avenir, ce sont tous nos intervenants. Voilà, je vous l'ai fait comme ça, mais avec le cœur, avec force. C'est notre premier intervenant qui arrive tout de suite à mes côtés. Il a débuté sa carrière en ouvrant un salon de coiffure. Petite boutique, dans le 78, à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, son groupe, c'est plus de 3000 salons à travers le monde. La pandémie a aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bouleversé son activité, mais il n'a jamais rien lâché. Rien. Pour les équipes, pour ses franchisés, pour ses clients, nous, ses mains de maître l'ont porté au sommet, mesdames et messieurs, Franck Provost. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de me faire passer le premier. Hein. Quand on dit qu'il faut aller de l'avant, effectivement, il ne faut pas avoir peur de se mettre en danger. C'est gentil, merci. Tout ça. Qu'est-ce que je dois raconter ? Ce que tu veux. Ce que je veux ? Écoutez, toute ma vie, comme malheureusement, il vous a donné des dates, donc ça vous donne un peu une image. J'ai monté mon premier salon à Saint-Germain-en-Laye, donc avec l'aide évidemment des banques, un petit salon. Et puis au fur et à mesure, j'ai monté un second salon. Et puis on va faire toutes les étapes évidemment. Et aujourd'hui, c'est devenu un groupe important en rachetant d'autres groupes. Et c'est un groupe qui représente 3500 salons.
avec 15 marques et voilà. Et pourquoi tout ça c'était pas prémédité, mais j'ai toujours aimé ce métier. C'est la passion qui m'a donné envie d'aller plus loin. Évidemment, quand j'ai commencé ce métier, j'ai commencé l'apprentissage dans une petite ville de province, et ça m'a pas... J'avais pas envisagé tout ça, quoi. Et j'ai découvert ce métier au fur et à mesure. C'est un métier, moi je vous parle de la coiffure, mais évidemment dans tous les métiers, je pense que c'est la même chose, qui nous apporte tellement de choses. On peut devenir surtout entrepreneur. En commençant l'apprentissage, on peut devenir entrepreneur. C'est un métier qui nous amène à côtoyer toutes les couches de la société, parce que tout le monde se fait coiffer, du président de la République à la caissière du supermarché. Et quand on est curieux, je pense que ce qui est important, c'est d'aimer les gens. Moi, c'est ça a toujours été mon moteur. J'ai toujours aimé mes collaborateurs, je les ai toujours fait grandir. On a toujours pensé aussi à l'avenir, à les former pour qu'ils deviennent justement entrepreneurs. Et ça a été mon moteur toute ma vie. Je ne sais plus où j'en étais, mais... Toute ta vie, ton moteur. Oui, la passion, parce que aimer les gens, c'est l'essentiel. Et la passion est importante dans n'importe quelle profession que vous faites. Moi, j'ai découvert ce métier, comme je vous l'ai dit, où on peut rencontrer tellement de monde, et puis on peut voyager, parce que avec juste un peu de volonté et de passion, eh bien, avec une paire de ciseaux et un peigne, on peut aller dans le monde entier travailler. Et on travaille pour le théâtre, pour le cinéma, pour la mode. On peut devenir manager, on peut devenir franchisé, on peut devenir... c'est infime ce que ça peut apporter. Donc, moi, ça a été ma passion. Je n'ai pas calculé auparavant, mais ce que j'allais faire. Mais au fur et à mesure, étape par étape, on met le curseur un peu plus loin. Et moi, ce qui m'a fait avancer, c'est aussi mes collaborateurs, parce que, en réalité, mes collaborateurs, quand au début, je ne voulais pas les perdre, hein, parce que c'était des équipes. On avait fait vraiment, quand on faisait un record le samedi, on buvait un verre ensemble. Enfin, c'était vraiment une équipe. Et pour ne pas les perdre, eh bien, ce que j'ai fait, j'ai ouvert un deuxième salon avec eux, et puis un troisième avec chaque personne. Et comme j'avais réussi mon premier salon, les banques me faisaient confiance. Et donc, j'ouvrais un ou deux salons et je les associais, ils n'amenaient pas d'argent. Et juste avec leur travail, je leur revendais les parts avec leurs résultats, quoi. Et ça a été les 20 premiers salons, j'ai fait de cette façon avec des collaborateurs. Et ça a été vraiment le socle de l'entreprise. Parce que les 20 premières années, c'est important. Peut-être que ça va plus vite maintenant, hein, de créer le socle de cette entreprise qui vous donne après l'assise pour pouvoir aller plus loin, quoi. Et donc ensuite, j'ai ouvert la franchise, l'international aussi, c'est très important. Aujourd'hui, on est numéro 1, par exemple, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Hollande, ou encore aux Pays-Bas. Et donc, voilà, faut passer les frontières. Il faut aller de l'avant. Toujours de l'avant, il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai qu'il faut vivre sa vie, tu l'as dit tout à l'heure, avoir envie de vivre sa vie. Ouais. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un, effectivement, de très heureux. Et je me passionne pour la formation, parce que je crois qu'effectivement, on est quand même un tournant, un changement de société quand même. Je vois, nous, là, dans nos métiers, on est obligé également de se réinventer. Et ça, c'est passionnant, parce que finalement, après, c'est le train-train. Et là, on est obligé de se réinventer, et on travaille beaucoup maintenant. La coiffure, on n'aurait jamais pensé que le digital était primordial. Et pourtant, ça l'a été.
Et maintenant, avec le Covid, ça a été extraordinaire, le digital. Ça nous a permis de prendre des rendez-vous en ligne et tout. Puis il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont primordiales à ce niveau-là. Et il faut passer ce cap et donc se réinventer. Et je pense qu'il faut se réinventer, même dans les salons de coiffure, de revoir un petit peu tout ce qui se faisait avant. Et bien sûr, il faudra toujours un miroir et une cliente, hein, ou un client. Mais il y a quand même tout un environnement qui change et c'est plus du tout ce que c'était quand j'ai compris. J'ai déjà dépassé les 4 minutes, mais ça c'est pas grave. Oui, je savais pas quoi dire, finalement j'étais parti quand même. Hein. Ils sont 17. Je vous demande d'applaudir mon ami Franck Provost. Merci. Merci Franck. Merci. Mais normalement, ça devrait être au moins 2 heures. Normalement. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci Patrick. Merci à toi. Et merci de m'avoir fait passer en premier quand même. Parce que j'avais le stress. Alors je vous dis, en premier on a Franck Provost, en dernier on a Gilbert Montagnier, ça va donner. Merci beaucoup. Alors l'année dernière, nous avons parlé de liberté. La sienne, c'est la liberté d'expression. Chaque soir, elle prend la parole pour donner la parole. Son franc-parler fait d'elle, avec sa singularité, une énergie hors norme, sa réussite. C'est une femme de caractère qui dit tout haut d'ailleurs ce que certains peuvent penser un petit peu tout bas. Une femme surtout de cœur, qui est portée par la passion qu'elle porte à son métier. De journaliste à membre du CSA, elle a su rester une femme de conviction et surtout de talent tout au long de sa carrière. Elle est tous les soirs sur CNews, mesdames et messieurs, Christine Kelly. Merci. J'aurais tellement de choses à dire que je pense que je vais commencer par une image et terminer par une image. Et je dirais que pour aller de l'avant, je pense qu'il faut jouer avec le vent. Et souvent, les vents sont contraires. En Guadeloupe, on a l'habitude de faire face aux cyclones violents, 300 km/h parfois, des vents qui détruisent tout. Mais à un moment, tout se calme. À ce moment-là, on est dans l'œil du cyclone. On sort, on constate les dégâts, on pleure, les enfants rigolent. Et ça repart dans l'autre sens de plus belle. Quand on est dans l'œil du cyclone, tout s'écrase autour, mais on a une telle sérénité. Et pour moi, aller de l'avant, c'est rester dans la sérénité, dans l'œil du cyclone. Tant qu'on est dans l'œil du cyclone, tout s'écrase autour de nous, mais on est dans la sérénité. Et je dirais qu'à ce moment-là, on peut rêver, oser, avancer, innover. Et je dirais même que les talents qui permettent d'avancer et d'arriver à ces objectifs, il faut après du caractère pour tenir. Il faut des talents et il faut du caractère. Et ma dernière image, je ferai court, je rattraperai le temps de Franck. Ma dernière image, c'est toujours jouer avec le vent. Je prends toujours l'image de la poule et de l'aigle. La poule, elle becque tout le temps ce qu'il y a à ses pieds. Des petits détails. Elle ne voit pas loin. L'aigle s'envole très haut. Il joue avec les vents. Il joue avec les vents contraires pour avoir une altitude, pour relativiser, pour aller plus haut, pour aller plus loin, jouer avec le vent. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir une femme engagée également, comme Christine, une femme qui croit en ses convictions et qui n'a pas peur de les défendre. Son leitmotiv, c'est l'environnement. Elle est d'ailleurs la première femme éclaireuse. C'est cette fameuse communauté du coq vert, communauté des entreprises engagées, tout simplement pour le climat. Chaque jour, elle contribue à faire bouger les choses en provoquant des prises de conscience sur les enjeux environnementaux. Alors, ce n'est pas une extrémiste, parce que moi, je n'aime pas les extrémistes. Elle non plus. C'est une réaliste. Vice-présidente d'un groupe que vous connaissez toutes et tous, Bureau Vallée. Elle est aussi fondatrice d'un super réseau, qui est le réseau des bergers. Elle n'est pas très à l'aise. Ce que je vous demande, c'est de l'applaudir. Je vous demande d'accueillir Christelle Jaffray. Merci. Moi aussi, je suis stressée. Et pourtant, je suis troisième.
Bonjour à tous. Merci Patrice pour cette belle et engageante introduction. Alors en fait, la conquête, pour moi en avant, c'est la conquête vers l'écologie. Je suis une entrepreneuse. Il se trouve que ces dernières années, j'ai été assez marquée par plusieurs messages de journalistes, de médias, mais aussi par-dessus la fenêtre d'observer le climat et tout ce qui s'y passait. Et un jour, j'ai entendu un climatologue qui projette qu'en 2050, il fera quasiment 45 degrés à Paris. Je suis maman, j'ai 2 enfants, je croise le regard de mes enfants, je me projette, j'aurai 70 ans, j'aurai fait une belle partie de ma vie, mais mes enfants, eux, ils auront mon âge. Et là, je n'ai une angoisse, une vraie préoccupation, qui se transforme en colère. Et je me dis, qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Je la mets au service de quoi? J'ai décidé de la mettre en mouvement, de la mettre au service d'actions autour de l'écologie. Alors, je vais vous partager 3 moments qui ont marqué un peu mon parcours. Premier parcours de vie, j'ai 40 ans, il me reste le deuxième. Le premier, c'est dans une entreprise familiale Bureau Vallée, Patrice l'a dit, entreprise montée par mon père. On y développe des actions écologiques, peut-être un peu plus tôt que tout le monde. Mon père est fils d'Auvergnat, et avec cette préoccupation de la nature et de la terre. Alors ça se concrétise par des choses qui sont assez banales aujourd'hui. C'est du vrac, c'est du reconditionné, c'est de l'occasion, c'est de la notation écologique. Il y a un seul point commun dans tout ça, c'est moins cher pour le client, c'est plus écologique et c'est rentable. Nous sommes des entrepreneurs, un modèle économique est possible. Le deuxième action et moment un petit peu plus engageant, c'est la création par la famille d'un fonds de dotation actionnaire qui a la particularité de faire rayonner les projets éthiques et sociétaux, mais un peu plus que ça, on décide en famille de renoncer à la transmission des actions. Normalement, de parents à enfants, on transmet les actions. Et on décide de dire que non, l'enjeu n'est plus à la transmission et à recevoir des dividendes, en tout cas pour nous, c'est de dire qu'on va les sanctuariser dans ce fonds de dotation et on va faire en sorte que toutes ces actions soient portées vers l'avenir et vers des projets qui touchent l'écologie et plus particulièrement le climat. Le troisième moment, plus récent, plus personnel, je décide de changer, je quitte la direction générale de Bureau Vallée et je décide d'aller vers un secteur qui me touche particulièrement, qui est celui de la nature, celui de l'agriculture, et je décide de monter une entreprise au service des agriculteurs et de mettre ces compétences que j'ai eu la chance d'acquérir dans cette entreprise familiale au profit d'entrepreneurs et de mettre ces compétences pour créer un réseau qui s'appelle les bergers et qui, j'espère, permettront de passer non plus de 1 700 000 agriculteurs en 70 à 400 000, mais de 400 000 et peut-être retrouver ces 1,7 million. Parce que nous, les Français, on a envie de manger français, on a envie de manger local, on a envie de manger bio. On sait ô combien les agriculteurs ont un rôle majeur dans les aléas climatiques. Ils sont au contact de la terre, alors prenons soin d'eux pour qu'ils prennent soin de la terre et osons conquérir et osons avancer dans ce sens. Si j'ai un dernier message à partager avec vous, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où cette aventure va me porter. Je ne sais pas où elle va me mener. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne me mènera pas vers des regrets, les regrets de n'avoir rien fait. Merci. Merci, Patrice. C'est ça, ces femmes et ces hommes entrepreneurs, avec beaucoup de valeurs, de simplicité, de proximité, de volonté, d'optimisme. Nous allons recevoir une agrégée de lettres modernes. C'est comme ça qu'elle a débuté sa carrière, comme professeure. Puis, elle reprend ses études pour obtenir un nouveau diplôme. Le grand public l'a connue comme chroniqueuse dans l'émission de Laurent Ruquier « On n'est pas couché ». C'est une femme de conviction, une journaliste, écrivain, essayiste, directrice de la rédaction du journal Marianne, chère à mon ami Frédéric Casgrain. Elle officie aussi tous les soirs sur BFM, Polo News. Nous accueillons ce matin la très grande journaliste et très grande dame, Natacha Polony. Merci beaucoup. Merci, cher Patrice, et merci à vous tous d'accueillir cet événement et d'accueillir nos paroles si diverses. Comment aller de l'avant? C'était la question posée. Mais je pense qu'il faut en fait
pour cela s'interroger sur 2 points essentiels. Pour aller de l'avant, il faut d'abord savoir d'où l'on vient et ensuite savoir où l'on veut aller. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de George Orwell: quand on me présente un progrès, je me demande d'abord si cela nous rend plus humains ou moins humains. Et je pense que ce qui nous appartient désormais, c'est de déterminer ce que nous considérons collectivement comme un progrès. Nous sommes dans un pays qui traverse une crise, il faut le dire clairement, crise économique, même si les données sont bonnes actuellement, mais quand un pays a 80 milliards de déficit commercial, on peut se dire que, quelles que soient les données immédiates, il y a en effet une crise. Une crise aussi politique, une crise morale. Et face à cette crise qui ne doit pas nous abattre, nous devons avoir en tête, me semble-t-il, la phrase de De Gaulle qui disait « Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. » Ça nous oblige. Ça nous oblige à réfléchir justement à ce qu'est cette liberté. On ne va pas de l'avant sans cette volonté de préserver farouchement cette liberté. Et quand je dis liberté, je n'entends pas la liberté de faire ce que l'on veut. Ça, c'est pas de la liberté. Ça, ce sont des pulsions. La liberté, c'est le fait de ne pas dépendre d'autrui. À titre individuel, c'est l'émancipation individuelle, le fait pour chacun de pouvoir décider de son destin, de pouvoir ne pas souffrir d'inégalités trop violentes qui empêchent justement de déterminer sa propre vie. C'est aussi le fait de ne pas dépendre systématiquement d'un système économique pour exister, mais de savoir aussi se débrouiller par soi-même et à travers les liens qu'on tisse. Et puis c'est la souveraineté collective. Nous avons vu avec cette crise sanitaire, le coronavirus, à quel point il n'y a pas de liberté quand on ne sait pas produire, quand on n'est pas capable de, à titre collectif, quand on est une nation, quand on n'est pas capable de tout simplement donner à ses citoyens ce dont ils ont besoin pour se protéger. Cette dimension-là doit être au cœur de ce qui nous rassemble évidemment ce matin, mais de ce qui nous rassemble aussi en tant que citoyens, en tant que peuple. La liberté, c'est une culture de la production et ça commence à l'école. Ça commence dans la façon dont on élève les enfants, avec l'idée de la récompense au mérite, avec le goût de l'effort, le goût du risque, mais aussi avec la fierté justement de produire. Ce que peut-être notre école ne fait pas suffisamment, et c'est une des dimensions sur lesquelles nous devrions réfléchir, tout simplement cette idée que pour n'importe quel enfant, avoir fait quelque chose de ses propres mains, c'est comprendre le bonheur qu'il y a à créer. Et cela, on le porte toute sa vie et on le reproduit. Il y a la dimension de l'école, il y a la dimension aussi, derrière, du rôle de l'État. Parce que les individus qui ont envie de créer, qui ont envie de prendre des risques, de bouger, ils ont besoin aussi d'un État, non pas qui leur dise ce qu'ils doivent faire, mais d'un État qui va leur donner les moyens d'exercer leur propre créativité et qui va être capable de déterminer dans quel sens nous voulons aller, vers quelle société nous voulons aller à travers cette capacité à créer et à produire. Ça veut dire tout simplement dessiner une société qui préserve une haute idée de l'homme, de sa liberté, de son existence dans la nature, on en a parlé à l'instant, de son rapport au monde. C'est tout cela qui doit se jouer dans le rapport entre les entrepreneurs, les créateurs et l'État. Il y a une campagne électorale qui s'ouvre. La question à se poser, c'est pas de savoir qui va marcher sur les pieds de qui va aller plus vite que qui, on s'en fiche. La question, c'est de savoir si nous voulons préserver cette idée d'une nation dans laquelle ce n'est pas la naissance qui détermine le destin des individus. Et que chacun, s'il en a envie, s'il en a en lui la force, peut dessiner son propre destin et faire en sorte qu'il apporte quelque chose à la collectivité. Cela passe par la constitution d'une école qui offre ces moyens-là. Cela passe par la détermination de toutes les armes qui vont permettre tout simplement d'irriguer des territoires avec des entreprises, avec des artisans, avec des industries qui vont faire vivre ces territoires dans leur ensemble, qui ne vont pas laisser sur le côté des pans entiers du pays
qui vont se désertifier pendant que d'autres prospèrent. C'est tout cela qui sera l'enjeu de l'année à venir. Et aller de l'avant, c'est tout simplement regarder loin et savoir que nous avons à construire une société qui, certes, permet le bien-être individuel, mais qui aussi pense le bonheur collectif. Ce n'est pas un gros mot et ça se dessine tous ensemble. Merci. Merci. Merci beaucoup, Eva. Ah, il y a de la force, je vous l'avais promis. On a beaucoup parlé aussi, vous le savez, des soignants durant la pandémie, mais on n'a pas parlé toujours des aidants. Et pourtant, il faut que vous sachiez et que vous ayez ce chiffre en tête, 11 millions de personnes aidantes en France. 11 millions de personnes aidantes qui assistent dans ces actes de la vie quotidienne une personne de son entourage proche qui fait tout avancer. En fait, plus l'âge avance, la maladie arrive, l'autonomie est moins forte. C'est la vie. Et pour ça, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui François-Xavier Selleret, qui est le directeur, le patron. Vous connaissez Agir Carco sur votre... Ouais, tout le monde fait comme ça. Il y a beaucoup de cadres. Mais c'est le boss. Il est venu ce matin pour nous parler, évoquer comment, tous ensemble, on peut faire avancer les choses. Bonjour. C'est le boss de vos fiches de paye. Merci de ces propos d'introduction. Effectivement, quand je présente l'Agir Carco, je dis nous avons 50 millions de clients. Et quand on est client chez nous, on est client 70 ans. Donc, je ne sais pas si je suis votre boss, je serais plutôt votre serviteur. Parce que mon objectif, c'est de garantir à chacun d'entre vous un service et le paiement des retraites dans la durée. Donc, quand on a fait cette démarche d'aide aux aidants, on se pose chaque matin la question comment on peut mériter votre confiance. Le principe d'un régime de retraite en répartition, c'est que les actifs que nous sommes cotisent pour payer les retraites de nos parents, de nos grands-parents. Mais si on veut avoir confiance, la confiance, ça ne se décrète pas, on le sait tous. La confiance, ça se prouve. La confiance, ça s'incarne. Et donc, nous, on s'est posé la question, comment on peut être utile à chacun d'entre nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé la démarche d'aide aux aidants. Les aidants, on a tous dans nos familles des parents, des grands-parents, des amis qui peuvent avoir un handicap, un problème de santé, qui peuvent être touchés par l'âge. Et quand on est un aidant, c'est une formidable expression de solidarité. Et ben nous, on a essayé d'aider les aidants. Parce que c'est aussi dans notre ADN la solidarité entre les générations. La solidarité entre les générations, c'est ce qui fait qu'on est, si je reprends le propos de Natacha Bologny, on est aussi une nation, qu'on est un corps social. Ce n'est pas chacun chez soi. Un régime en répartition, ça tient, parce que tous les actifs que nous sommes là acceptent de cotiser pour nos parents, et nous espérons qu'à la génération suivante, nos enfants cotiseront pour nous. Mais pour pouvoir, là encore, faire vivre cette solidarité, c'est par des actions concrètes. Si j'ai des mots de confiance et de solidarité en général, vous ne me croirez pas. Et vous aurez peut-être raison. À l'inverse, si j'essaye de mériter chaque jour votre confiance par rapport à vos besoins, ici et maintenant, j'ai peut-être une chance que vous retrouviez confiance dans le collectif et dans l'avenir. Or, on a besoin de collectif et d'avenir. On le fait pour l'aide aux aidants, on le fait aussi pour les jeunes. On s'est dit comment on intéresse les jeunes à la retraite. Si je parle à des jeunes de la retraite, ils vont partir en courant et ils auront raison. Ils auront raison. Donc on s'est dit, à l'inverse, quand on est jeune, on doit faire un stage en entreprise. Et parfois, quand on n'a pas un réseau familial et social, c'est compliqué. Et donc depuis 6 ans, chaque année, on propose 1000 stages aux élèves de 3e. Là encore, une expression très concrète de solidarité. Autre élément, pour pouvoir garantir le paiement des retraites de chacun d'entre nous, c'est la répartition. Mais on sait que l'année dernière, il y a eu une crise. Et donc, à l'Agir Carco, on n'a pas 1 euro de dette. On a 60 milliards de réserves. 60 milliards de réserves, ce n'est pas une cagnotte, mais c'est pour garantir à chacun d'entre nous que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, on pourra toujours payer les retraites de chacun d'entre nous. Mais ces réserves, on ne les met pas dans un coin comme une cagnotte. On les investit dans le financement de l'économie française. On les investit dans le financement des entreprises françaises. Et avec cela, on fait du bien au système de retraite, parce que c'est la garantie pour les plus jeunes d'avoir une retraite demain, mais on fait aussi du bien à l'économie, aux entreprises que vous êtes. Donc la démarche du en avant, c'est dans notre ADN pour ne pas rester, je dirais, planté là, mais penser l'économie, penser les emplois, penser l'avenir de chacun d'entre nous, parce qu'en faisant cela, on garantit la retraite de chacun d'entre nous.
Et donc, merci pour votre engagement, merci pour votre volontarisme, parce qu'en cela, on consolide notre confiance dans le collectif et dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Merci François-Xavier. La jeune femme que l'on va recevoir maintenant, elle partage le même intérêt, presque vital pour la création artistique et les valeurs d'ouverture et de curiosité. En même temps que l'envie de construire, on a parlé tout à l'heure de bonheur au quotidien et surtout sans attendre demain. Elle a repris le flambeau de son illustre papa, mon ami Pierre-Emmanuel Tétinger. Présidente de la Maison Tétinger, depuis le 1er janvier 2020, elle incarne partout dans le monde, puisque c'est aussi l'égérie, le style unique de la maison. Mesdames et messieurs, Vitalie Tétinger. Merci beaucoup Patrice, c'est bien trop. Donc voilà, déjà je suis très heureuse d'être avec vous et je pense que si on a la parole, c'est quelque part pour vous dire quelque chose qui vient du cœur. Je ne vais pas essayer de vous raconter des histoires, mais je vais vous dire comment moi j'avance et comment mon entreprise avance aussi avec moi et en fait ce que j'ai envie de lui donner et ce que j'ai envie de donner aux gens qui sont à côté de moi. Déjà en avant, déjà pour prononcer cette phrase, il faut avoir regardé ce qui se passe. Parce que sinon, on a aussi les chances de se prendre quelques murs, de faire des contresens, d'aller sur des côtés. Et pour moi, le plus important, c'est déjà de regarder le monde et de s'interroger sur ce qu'on voit vraiment. Pas ce qu'on veut avoir, pas ce qu'on veut être, ce qu'on voit. Les gens qui sont autour de vous, la nature, on parlait de l'air, on parle du soleil, moi je vois la lumière derrière nous. Et déjà voir, c'est se mettre dans un contexte, c'est important. La deuxième chose, c'est quelle est notre place. Et cette place, elle se définit comment? Elle se définit par le sens, mais aussi par le plaisir. Qu'est-ce qui nous rattache au monde tous les jours? Qu'est-ce qui fait qu'on va se lever le matin? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'occuper de ses enfants? C'est le plaisir, c'est votre rapport intime au monde. Aujourd'hui, je suis convaincue que plus personne ne se pose la question du plaisir. À l'école, c'est fondamental. L'histoire n'a de sens que si on a du plaisir, si on est conscient qu'en fait, ce qui se raconte devant vous, c'est une vie qui s'est déjà déroulée, qui a donné énormément de choses, qui a donné des graines, qui aujourd'hui vous portent aussi, parce qu'on est tous issus d'une histoire. Et une fois qu'on a trouvé son plaisir au monde, finalement, il se passe des choses et vous réagissez. Et puis petit à petit, c'est un puzzle. Vous dites, ah tiens là, il y a une voie pour moi. Et elle s'ouvre, parce qu'en fait, quand vous allez dans une voie, vous rencontrez des autres. Et les autres, ils vont vous donner un écho, puis vous allez avoir des idées ensemble, vous allez construire. Et je vais vous dire, toute ma vie, j'ai avancé comme ça. Moi, j'avais décidé d'être peintre, et finalement, cette voie ne m'apportait pas de plaisir. C'était un mur qui me renvoyait à moi-même, et je sentais que c'était stérile. Et finalement, quand j'ai commencé à envisager autre chose, après un acte qui a donné du sens à ma vie, qui est précisément la reconquête du Champagne Tétinger par mon père, Pierre-Emmanuel, avec l'aide du Crédit Agricole du Nord-Est, une banque locale. En fait, je me suis dit que ce type, il avait un passé, il avait certainement un ego, il avait des histoires, etc. Mais avant tout, il a eu un rêve et il a mis toutes ses tripes dans la réalisation de ce rêve. Et le sens de ma vie, ça a été de me dire, ce destin-là, il m'inspire, il est plus grand et je sens que c'est là où je dois aller. Je lui ai demandé de participer, il m'a dit non, je me suis accrochée et finalement, il a convenu que je pouvais avoir un intérêt pour l'entreprise. Et petit à petit, en fait, ce qui s'est développé au Champagne, c'est pas ma volonté de prendre une place, c'est la volonté d'apprendre des autres. C'est le bonheur de découvrir que cette boisson, et boisson, c'est bien un laid mot pour cet élixir de bonheur, c'est justement cet élixir, qu'est-ce qu'il a comme sens? Il révèle les gens. Il les rend heureux. À un moment, quand vous buvez une coupe, et je n'ai pas le droit de faire de publicité, mais ce que je vois, c'est que les choses se déverrouillent et que les gens osent raconter leur vie, ils ont accès à eux-mêmes à nouveau. Donc le sens de ma mission au Champagne, c'est ça. C'est comment, avec la nature, avec le travail des hommes, avec cette transmission,
je peux organiser un passage qui ait du sens dans l'avenir. Et dans ce que je vois, il y a ce souci de l'environnement. Moi aussi, j'aime la campagne. Moi aussi, j'aime respirer. Et moi aussi, j'ai 4 enfants. Et j'ai envie que mes enfants, quand ils se lèvent le matin et qu'ils ouvrent la fenêtre, ils aient cette sensation de fraîcheur, cette espèce de pincement, ce truc qui vient vous croquer le nez et qui vous arrive dans la bouche et vous vous dites c'est de l'air et c'est merveilleux. Et la vie doit continuer comme ça pour eux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble ? Eh ben, on travaille ensemble, on s'organise, on s'est dit quel est le monde que je veux pour ces enfants. Et ce n'est pas que une façon de se dire voilà, on se lave la conscience et on fait tout ce qu'on nous dit qu'il faut bien faire avec des normes, des machins, etc. Et on y va. Non, le sens, c'est vous qui le décidez. Parfois, on vous demande de faire des choses, vous avez l'intime conviction que c'est une mauvaise piste. Et bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous raccrochez à ce que vous ressentez, à votre cœur. Vous vous aidez de votre intelligence, parce que parfois, de temps en temps, c'est utile. Et puis, vous prenez votre décision et vous la testez. Voilà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est en avant, c'est cette liberté aussi de réinterroger les choses chaque jour et de faire en sorte qu'elles collent avec ce que vous avez envie de rejoindre en termes de vision. Une belle vision, une vision de la vie, une vision du monde, ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vitaly Tétinger. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Depuis près de 20 ans, son groupe accompagne les grands groupes, les ETI, les PME dans leur transformation et leur innovation pour répondre aux enjeux d'efficience, de résilience et d'innovation. 3000 consultants heureux de faire partie de Talent, puisque son président, que nous allons recevoir maintenant, vient d'être élu parmi les top 10 des meilleurs PDG de France du classement Glassdoor 2021. Je vous demande d'accueillir quelqu'un de fidèle sur le Big Tour, sur nos tournées, sur nos événements. Il est tunisien, il est incroyable. Monsieur Mehdi Ouass, le président directeur général monde de Talent. Merci. C'est toujours très agréable d'être présenté par Patrice, c'est extraordinaire, on ne reçoit que des compliments. Et par contre, on reçoit beaucoup de sincérité. Ce qu'il recherche chez nous, c'est l'authenticité, c'est qu'on soit authentique. Et c'est pour ça qu'il ne nous a pas dit ce qu'on devait dire aujourd'hui. Il nous a demandé de rien préparer et réellement de parler de notre aventure, de parler de ce que l'on est et de dire pourquoi on a décidé d'entreprendre et d'aller de l'avant. Effectivement, on va de l'avant, on n'est plus 3000, on est 4000 maintenant. Donc on est déjà un petit peu plus, 4000, 3000 en France, 1000 à l'international. Pourquoi à l'international ? Parce qu'on a des convictions, on a des valeurs, on a une certaine forme d'éthique dans l'utilisation des technologies nouvelles qui sont en train de changer le monde, qui sont en train de le transformer, qui nous donnent la responsabilité de le redéfinir, de le reconstruire. Et on a envie que ces valeurs, eh bien, elles puissent aussi s'exporter. Et on a envie d'être cette troisième voie face aux deux grands géants aujourd'hui qui préemptent ces technologies et qui ont décidé de construire ou de redessiner le monde d'une certaine façon qui n'est pas forcément celle que l'on a dans les valeurs traditionnelles de la France. Ça, c'est le premier message que je voulais vous passer. Le deuxième, c'était de vous dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a décidé d'être acteur plutôt que spectateur. Et ça a été mon cas. J'ai toujours voulu être responsable de ce qui m'arrivait, de bon ou de mauvais, et ne pas regretter. C'est un terme qui a été employé, que je reprends à ma charge. Un entrepreneur, c'est plutôt quelqu'un qui a envie d'être leader plutôt que suiveur. C'est-à-dire prendre les chemins de l'innovation, c'est-à-dire avoir des idées, les créer, les porter, les tester, parfois tomber, se relever. Et c'est aussi mon cas. Et un entrepreneur, à mon sens, c'est quelqu'un qui doit être fatalement optimiste. Vous ne pouvez pas entreprendre si vous ne pensez qu'à l'échec. Et vous ne pouvez pas entreprendre si vous avez peur de l'échec. Et aucun entrepreneur ne peut vous dire « je ne suis jamais tombé ». Parce qu'on apprend de ses erreurs, parce qu'on apprend de ses échecs, et tomber et se relever, ça rend plus fort. Donc voilà les trois grandes qualités qui me semblent essentielles pour entreprendre. Patrice a raison, il faut que la France reprenne son rôle de leader dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'on aille avec nos convictions, avec nos valeurs, avec cette forme éthique d'utilisation de ces technologies qui aujourd'hui sont en train de nous révolutionner. Les objets connectés, le big data, l'intelligence artificielle, la blockchain, autant de technologies qui peuvent faire peur ou qui peuvent au contraire nous ouvrir des horizons, nous donner de l'espoir si on les considère comme inclusives, si on les considère avec beaucoup d'éthique, si on considère qu'elles ne vont pas remplacer
l'humain, mais qu'elles vont se mettre au service de l'humain. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est le combat que je mène au travers de mon entreprise pour pouvoir démontrer que ces technologies en rupture vont nous permettre d'être plus forts. Bien sûr qu'elles vont détruire des emplois, mais elles vont en créer. Et le pari qu'on prend, c'est que la création d'emplois sera supérieure à leur destruction. Bien sûr, elles vont nous bousculer, bien sûr, elles vont nous interroger sur la façon dont on doit éthiquement utiliser toutes ces données qui arrivent en masse. Oui, mais je préfère que la réponse vienne de nous plutôt que d'autres. Et c'est pour ça que j'entreprends aussi dans ces technologies, que je participe à cette évolution, que je participe à cette révolution. Le dernier message que je voudrais vous donner, c'est rebondir sur Vitaly, qui a beaucoup de vitalité. C'était extraordinaire. Elle était à côté de moi, elle stressait en se disant qu'est-ce que je vais raconter, parce que tu as raconté, c'est formidable. Et le bonheur, la joie, le plaisir de réaliser ce que l'on fait est un moteur extraordinaire. Et c'est vrai que depuis plus de 30 ans que j'entreprends, moi j'ai fait d'une phrase de Voltaire mienne, c'est j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et je ne pense pas que l'on puisse tous les jours se lever, aller, comme on dit, taper la caillasse si on n'est pas convaincu que ce que l'on fait, on le fait avec plaisir et qu'on le partage. Et le dernier mot, c'est que l'entrepreneuriat aussi, c'est le partage. J'ai, depuis une trentaine d'années, embauché, allez, je vais être modeste, plusieurs centaines de personnes, en fait c'est plusieurs milliers. J'ai toujours fini tous mes entretiens d'embauche par cette phrase, ma place est à prendre, avec toutes ses responsabilités. Et pour moi, le message, ça n'était pas de dire je vais prendre ma retraite ou je vais aller faire autre chose. C'est non. C'est à partir du moment où cette personne est capable de prendre ma place, elle va me faire grandir et elle va me faire monter d'un cran. Et donc, je vais aller de l'avant. Et c'est ça l'esprit conquérant que l'on a en France, et c'est ça l'esprit conquérant que l'on se doit aussi de dupliquer à l'international. Je finirai en disant qu'on a une grande ambition. Tu te souviens, je t'avais dit qu'on ferait le milliard en 2025. Oui. On va sans doute le faire une année en avance. Wow. On est 4 000 aujourd'hui. On sera, je pense, un peu plus de 10 000 en 2024. 4 000 à l'international. Donc on aura multiplié par 4 nos forces en dehors de la France. Et puis 6 000 en France, on les aura multipliés par 2. Voilà. Waouh! Il est l'un de nos meilleurs représentants de l'excellence française et sait toujours aller de l'avant. Après avoir servi 4 présidents de la République consécutifs pendant plus de 20 ans, ce meilleur ouvrier de France a été nommé ambassadeur de France pour la gastronomie en février dernier par le président de la République. Premier chef à occuper ce poste pour mettre en avant les produits du terroir et totalement repenser la gastronomie mondiale. Je vous demande d'accueillir le très grand chef, Monsieur Guillaume Gomez. Bonjour à toutes et tous, merci Patrice de m'accueillir. Alors d'aucuns pourraient s'étonner, tiens, il n'est pas entrepreneur. Alors c'est vrai que quand Patrice m'a proposé de venir, il m'a dit t'es resté pendant près de 30 ans derrière un piano, maintenant on va te mettre derrière un micro. Ça fait 2 fois que tu me demandes d'intervenir pour BPI. Et c'est vrai que quand tu m'as dit viens au Big, bon j'ai dit déjà je suis dans le thème. Contrairement à beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ces chefs d'entreprise? Et c'est vrai qu'on avait déjà eu cette première rencontre à Ferrières avec les chefs d'entreprise d'excellence. À Khalil, chez Khalil. Et c'est vrai que cette gastronomie que je représente aujourd'hui, donc merci pour cet éloge, je me suis retourné quand même voir si quelqu'un d'autre allait passer devant moi sur la rampe. C'est vrai que cette gastronomie que j'ai souhaité avec le président de la République représenter aujourd'hui, c'est avant tout des femmes et des hommes, c'est avant tout des chefs d'entreprise. Déjà, vous êtes toutes et tous des gastronomes, donc vous servez cette France qui nous oblige, comme l'a dit Natacha tout à l'heure, et derrière moi, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des restaurateurs bien sûr, des transformateurs et tous ces artisans qui portent l'excellence française, mais avant tout, tous nos producteurs, tous nos agriculteurs, tous nos vignerons, et toutes celles et ceux qui font cette gastronomie en fait. Nous ne sommes nous que des transformateurs et aujourd'hui notre gastronomie elle a un impact et c'est là où on rentre complètement dans le thème de BPI quand on voit proximité, volonté, optimisme et d'autres beaux mots que tu exprimes à chaque fois. Ça représente vraiment cette alimentation et cette gastronomie et les acteurs qui la font et autant s'il y a quelques années on pouvait juste se dire l'assiette elle doit être gourmande, elle doit être festive, elle doit être bonne, aujourd'hui il n'y a pas de sujet.
on est fiers d'être français, on est fiers de représenter cette gastronomie française. Et si certains essayent de nous challenger, on en est très content. À l'international, elle est reconnue comme la première gastronomie au monde. Et on en est très fiers. Et tout ça grâce, une fois de plus, à nos producteurs. Mais aujourd'hui, on a conscience que cette assiette, la vôtre, la mienne est des fois un peu plus chargée que la vôtre peut-être, elle a un impact. Elle a un impact et cette gastronomie, elle se veut plus engagée parce que cette assiette, elle a un impact. Elle a un impact sur soi, sur sa santé, sur l'autre, le principe même de commensalité et sur notre environnement. Et s'il y a quelques années, les chefs d'entreprise qui étaient les restaurateurs, qui étaient même les producteurs, n'en avaient pas forcément conscience, aujourd'hui c'est vital. Et cette gastronomie que l'on souhaite promouvoir avec le président de la République, aussi bien dans nos territoires qu'à l'international, c'est une gastronomie qui se veut, à votre image, plus engagée, plus inventive, plus innovante. Parce qu'en effet, ça passera par là. Et si cette gastronomie, elle a un impact aujourd'hui sur tout cet écosystème, aujourd'hui, notre assiette, elle a un amont, elle a un aval. Ça va de, alors on disait avant, de la fourche à la fourchette. Vous avez peut-être entendu cette expression. Maintenant, on va vraiment de la terre à la poubelle, puisque notre objectif, c'est de faire prendre conscience et de changer les choses, en commençant bien sûr par la terre, le travail des sols vivants, au plus proche de nos producteurs, au plus proche de nos agriculteurs, de réfléchir à l'impact que cela peut avoir également sur nos transformateurs, sur nos distributeurs, c'est quelque chose de très important. Et également, la suite de cette assiette, elle doit être très bonne, bien évidemment. On doit rester dans la gourmandise et pas aller vers quelque chose qui ne serait pas bon et pas gourmand, mais ça a un impact. Le gaspillage, bien sûr. Donc on lutte contre tout ce phénomène de gaspillage. Je donnerai quelques chiffres tout de suite derrière. Et bien sûr, la valorisation et la méthanisation de nos déchets. Et c'est tout cet éventail qui fait aujourd'hui notre gastronomie plus humainement engagée et qui doit définir notre alimentation des prochaines années. Alors tout à l'heure, on a parlé d'éducation. Natacha a eu ce mot-là. Je milite depuis quelques années pour que justement on puisse avoir dès la maternelle des cours de cuisine à l'école, pas pour en faire des chefs de cuisine, tout simplement pour alerter les gens et en faire de meilleurs consommateurs et des meilleurs citoyens. Je milite également pour qu'il y ait un petit déjeuner à l'école gratuit pour justement régler ce problème de distorsion qu'il peut y avoir entre certains par rapport à ce lien à l'alimentation. Et une fois de plus, avoir des chefs d'entreprise qui nous suivent parce qu'on en a besoin. On a parlé tout à l'heure, je salue les amis de la ferme des Peupliers qui sont là, de cette cuisine, de cette alimentation liée à la restauration collective, qui aujourd'hui sont les premiers prescripteurs de nos décisions, vu que c'est nos plus gros consommateurs. Donc ça passera par là. Donc moi, je vais faire court parce que je vois que je vais entamer dans pas longtemps le timer. Juste vous dire que vous êtes également, au-delà des chefs d'entreprise que vous êtes, des consommateurs et après respirer, manger, c'est ce qui nous est plus vital. Donc vous avez le choix dans vos mains de faire en sorte que ce modèle alimentaire français puisse aujourd'hui perdurer. Merci à vous. Merci. Nous allons recevoir maintenant deux femmes exceptionnelles. Pour l'une, la musique a totalement changé sa vie. Sa spécificité, c'est mélanger mots et mélodies. Après avoir passé des années dans le marketing, il lui suffira en fait d'entamer une nouvelle carrière. L'autre a décidé de craquer le code pour avoir encadré aussi des équipes dans des grands groupes pendant 15 ans, etc. Les deux sont extraordinaires. Je vous demande de les accueillir. Valérie Marie et Magali Dardet. Venez, venez. Alors, Magali, en 1 minute, ce changement de vie. Ce changement de vie, Patrice, il est assez simple. Le 26 mars 2011, j'ai frôlé la mort, broyée par une rougeole sévère de l'adulte, sur un lit d'hôpital. Mon fils Arthur avait 7 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, 1 an après, j'ai connu une liquidation judiciaire. Ce que l'expérience de ce grand chaos m'a appris, c'est que pour se relever des grandes épreuves, des grandes crises, il faut avoir envie, donner envie, pour être en vie. Mais quand on a tout perdu, c'est difficile d'activer les clés. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de conférenciers exceptionnels dont Valérie Marie fait partie, et pas que. Fabien Peloux, Edgar Gros-Piron, Virginie Delalande, ils sont 10 à être à mes côtés.
J'aime poser cette intention de vie. C'est ça pour moi être entrepreneur. Mais en réalité, j'aime aussi le concret. J'aime mettre en pratique. Alors j'ai décidé d'aller les rencontrer. Et ensemble, je leur ai proposé de donner vie à ce grand projet. Embarquer les acteurs économiques qui ont envie de se réinventer. Ils ont tous dit oui. Et c'est comme ça que j'ai créé Craquer le Code, une tournée nationale de 18 dates dans des palais des congrès, avec 2 heures d'un show exceptionnel pour vous partager cette énergie qui m'a permis de me relever, ce truc magique. Un cocktail pour échanger, pour partager, pour remettre l'humain au cœur de notre identité. Et puis, pour les plus engagés, un vrai suivi au quotidien pour incarner ces clés dans la réalité, avec nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs, bien évidemment. C'est ça pour moi créer, c'est ça vivre. En craquant le code, j'ai osé révéler le meilleur de moi-même en faisant ce que je fais. C'est ça, craquer le code. Et c'est dans cette aventure-là que j'ai envie de tous vous embarquer. Merci beaucoup. Alors Valérie, justement, merci. Valérie, une expérience de vie incroyable. Des circonstances, ouais, on peut regarder ça, Oui. détonnantes. Oui, c'est parti. Histoire depuis le commencement. Conquérir ou à la conquête d'un destin. J'ai 6 ans. Je tombe dans la marmite de la musique en entendant une enfant jouer la lettre à Élise. Papa, maman, je voudrais apprendre à jouer du piano. À la maison, on ne m'ouvre pas les voies royales des grands conservatoires, des pianos à queue, des grands professeurs, non. À la maison, c'est la misère. Alors, je dessine sur la table de la cuisine, à la craie, les notes. Ça va d'ailleurs développer mon oreille musicale. J'ai 12 ans, on fait une chambre, on fait un piano. J'ai 17 ans, je suis très timide et réservée. Je veux être compositeur de musique de film. Pour mes parents, c'est pas un vrai métier ça, ma chérie. Hein. Fais du commerce, ça, c'est la voie royale. Ça mène à tout. Bac plus 5 en poche. J'intègre la maison Adéco. J'y ferai un long parcours. Je suis débauchée et je deviens responsable marketing communication du marché d'intérêt national. Bien. Un bon job, un bon parcours. La vie file. Mariage, bébé 1, bébé 2, la vie file. Et le piano, je ne vais plus le toucher durant 20 ans. Parce que je fais partie des gens passionnés. Et les gens passionnés, il y en a plein dans cette salle. Ils font tout à fond. Ou ils font pas, quoi. On, off. Bien. La vie file. Je vais avoir 40 ans. Boum. Accident de voiture. Elle avance, je recule, on râle. Le soir, on fait le constat. Je vais dans sa maison et je vois un piano, un violon, des tableaux, des photos, de l'art partout. Mais vous faites quoi dans la vie ? Elle me répond une phrase qui va changer la mienne. Moi, je vis de ma passion. Et vous ? Bah, je suis dans le marketing. Ok. 3 jours et 3 nuits. Passion, raison, go. Je décide de reprendre mon destin en main. Étude de marché, elle est sommaire. Hein ? Je tape sur Google « Comment devenir pianiste ?» Je découvre l'importance des réseaux sociaux. Je suis mon propre produit. Donc, je fais une vidéo sur YouTube et je vais toquer à la porte des people. Twitter, @Pierre Lescure, @Clotilde Courreau, @Alexandre Jardin, @Morane, etc. Ces gens-là me retweetent, alors j'en fais une deuxième, j'en fais une troisième, je suis repérée par un auteur de théâtre italien. Il veut de la musique, 3-4 morceaux, je lui en propose 12. Il me dit, je prends tout, on fait un album, je vous veux en Italie sur scène. Pays de la Renaissance, une deuxième fois. J'y suis née, oui. Et puis, dans la salle, il y a la télé italienne qui me dit « Madame, est-ce que vous composez ?» Ah, un train qui passe, un wagon nommé Opportunité. Je veux rentrer dans ce wagon. En réalité, je n'ai jamais composé, mais je dis oui. C'est un petit projet. Et ce petit projet, soi-disant, est non rémunéré, mais il faut que je fasse mon book. Ouais. C'est diffusé à la télé italienne. C'est aussi présenté au Festival de Cannes. J'en gravis les marches. J'ai toqué aux portes. J'ai rencontré les plus grands. Éric Serra, Vladimir Cosma, Nicole Garcia. Beaucoup. Ça pourrait durer des heures. La Commission européenne me mandate. Je fais une tournée à travers l'Europe. 9 dates. Je sillonne Sicile, Italie, Autriche, Portugal. Ouais, c'est chouette. 9 fois 1 000 €. Ça fait 9 000 €. Un petit court-métrage, 5 ans. 5 ans que j'avance dans le métier et je ne suis pas au SMIC. Moi, l'ex-responsable marketing.
On est en janvier 2018, j'ai un mois très down. Je suis à 2 doigts d'arrêter pour la première fois de ma vie à renoncer à mon rêve. Je retrousse mes manches, je décroche un rendez-vous chez Warner, je prends un avion, mon vol est retardé, je joue du piano, un inconnu se lève, nous improvisons dans un aéroport. Buzz, 13 millions de vies. C'est beaucoup, 13 millions de vues. Mon destin bascule. Gigantesque médiatisation, journaux télé, France 2, France 3, la une de la Suisse, du Canada, de la Belgique. Un destin qui bascule. Je construis mon concert, Destination les Étoiles. Le monde de l'entreprise vient me chercher et me dit « Venez raconter votre histoire à notre université d'été ». Mais quelle histoire ? C'est inspirant pour nous. Ça incarne la métamorphose, le rêve. Le rêve ? Peut-être, c'est possible. Deuxième intervention, je mets sur Twitter 2 photos de moi avec un micro, les demandes affluent. CCI La Rochelle, DCF d'Angoulême, le MEDEF, club d'entreprise en Suisse, en Belgique. Me voici devenue conférencière. C'est étonnant, la vie. Très. Vous savez, on me dit, vous vivez un conte de fées, mais oui, hein, je vous l'annonce, les contes de fées existent. Nous sommes tous des héros, héroïnes de nos vies. On a le choix, on a nos épreuves. C'est trop dur, j'arrête là, ou je me bats pour dépasser et écrire l'histoire. Moi, je suis là aujourd'hui devant vous pour vous dire, métamorphosez-vous. Réinventez-vous. Mettez de la passion dans votre job, de l'intensité dans votre vie. Basculez, changez de vie si besoin. Mais mettez de l'ambition dans vos projets. C'est le seul moyen pour tutoyer les anges et caresser le pied des étoiles. Moi, ce que j'en sais, c'est que ça vaut le coup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois aussi beaucoup de jeunes ici, et puis je vois un ancien directeur d'école à qui je vais demander de se lever, qui a aussi changé de vie, basculé sa vie. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Exact. 1, 2. Je ne sais pas si ça fonctionne, c'est pas grave. Est-ce que le micro marche ? Là, sinon. C'est pas très grave. Le micro marche. Ça fonctionne, voilà parfaitement. Merci Patrice. Alors, moi effectivement, j'ai changé de vie, Covid, accident de moto, j'ai failli mourir, je me suis dit, on ne va pas laisser ça comme ça, on va faire les choses différemment. Puis je me suis dit, je vais le faire différemment pour moi, mais je peux peut-être le faire différemment pour beaucoup de monde. Et d'un seul coup, je me suis dit, changeons le monde, j'ai créé Super Futur. Alors Super Futur, c'est quoi ? C'est un dispositif qui permet à des jeunes de 13 à 17 ans de devenir aujourd'hui eux-mêmes et finalement de trouver un boulot dans lequel ils vont pendant, je parle sous votre contrôle monsieur, 40-45 ans, se lever tous les matins et faire en sorte qu'ils aient la banane tous les matins pour se lever. Alors, pour faire ça, il faut faire des choses assez simples. La première chose, c'est se connaître. Donc, il y a un dispositif qui commence par révéler ce que nous sommes réellement. La deuxième chose, c'est regarder quels sont les métiers qui vont mobiliser ça. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, je ne sais pas vous, moi quand je pars en vacances, j'ai plutôt tendance à regarder plutôt la destination que la compagnie aérienne. Vous partagez ou pas ? En fait, vous regardez l'orientation, on ne fait que vous orienter vers le coup d'après, sans regarder vraiment où est-ce qu'on doit aller. Alors je reprends, je sais qu'il y a des spécialistes de la navigation avec des très très beaux bateaux sur Bureau-Vallée, mais en fait, vous avez toujours un cap, vous allez tirer des bords. Mais au moins, vous avez un cap. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne s'intéresse pas au mode de fonctionnement de chaque jeune et on ne s'intéresse pas forcément à comment, derrière, il va pouvoir trouver un métier dans lequel il est lui-même. Et malheureusement, dans le mode de fonctionnement de masse qu'on va lui proposer, on va essayer de l'étriquer. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que celui qui est rond, celui qui est carré, celui qui est étoile, on lui fasse grandir tel qu'il est. Donc Super Futur, ça a vraiment cette vocation-là. Et puis, dernier élément, c'est de se dire, et la réalité d'un métier, c'est quoi ? Quand on veut faire du marketing, on ne s'imagine pas qu'on va, par exemple, faire du Excel toute la journée. Donc, c'est de tester ça avec des stages. Mais au-delà de ça, j'ai repris vraiment le point de dire, je vais transformer ma vie, je vais être en avant, et je vais essayer de faire ce que Patrice m'a toujours dit, arrête d'être croyant, sois pratiquant. Donc en entrepreneuriat, j'étais croyant, tu m'as fait transformer et maintenant je suis pratiquant. Merci Patrice. Merci. C'est un super directeur d'école et j'en profite d'ailleurs pour saluer et remercier tous les étudiants qui sont ici, qui vous ont accueillis de Sub de Vente, bien évidemment. Vous pouvez les applaudir. Les étudiants de Media School qui sont là aussi, chers à Franck Papazian.
Un mot sur le VTE. Remercier Mathilde Leray qui est avec nous et qui sera tout à l'heure avec le président de la République. Également tous les chefs d'entreprise qui sont là. Vous serez 4 tout à l'heure. Ça va être un moment important. Stéphanie Vénier qui est juste devant moi, la dirigeante d'Astelia. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils vont avoir de la pression. Hein. Fabrice Prost qui est avec nous également. Vincent Usage qui est avec nous. Merci beaucoup à vous. Et la prochaine personne qui nous arrive sur ce plateau, elle connaît bien les plateaux. C'est une boule d'énergie. Je l'ai connue à travers la tournée 2020. Oui, vous commencez à le voir, mais les autres qui sont derrière, ils sont très très nombreux, on me dit. Hein. Ils sont très nombreux à nous regarder. Et cet été, encore, elle a fait vibrer le public, fait rêver les gens, fait danser les parents. C'est une personne solaire, aussi bien dans la vie que sur la scène. Elle est danseuse depuis ses 3 ans. Elle apprend son art en studio à Perth, en Australie, parce qu'elle est australienne avec sa maman. Talentueuse, elle remporte de nombreuses compétitions depuis l'âge de ses 7 ans. Vous l'avez probablement vu dans cette émission phare de TF1, Danse avec les stars. Mais c'est avant tout une femme passionnée, une femme de cœur. Je vous demande d'accueillir danseuse et chorégraphe Katrina Patchett. Merci Patrice. D'ailleurs, il vient de piquer la moitié de mon discours là, donc bonjour tout le monde. Je suis ravie et heureuse d'être là devant vous aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Katrina Patchett. Je suis danseuse et chorégraphe professionnelle, connue du grand public pour ma participation dans Danse avec les stars, diffusée sur TF1 depuis plus de 10 ans maintenant. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu de mon parcours. J'ai grandi en Australie et j'ai officiellement commencé la danse à l'âge de 3 ans dans l'école de danse de mes parents. Mais pour vous dire la vérité, en fait, j'ai commencé de danser déjà avant, paraît-il en rythme, en plus dans le ventre de ma mère pendant sa grossesse, pendant qu'elle donnait ses cours de danse. J'ai eu la chance de savoir vraiment tout de suite ce que je voulais faire dans la vie. Et je me suis dit, c'est ça ou ça. Il n'y avait pas de plan B, en fait. C'était... Voilà, pas de choix. C'était vraiment la danse ou rien du tout. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai rien lâché. Alors, je pense que lorsqu'on ne laisse pas le choix dans la vie, c'est un pari vraiment plus risqué, certes, mais on se donne plus de chances de réussir. Je savais vraiment pour ma part que j'allais être très, très malheureuse si je n'arrivais pas à vivre de la danse. Elle a toujours représenté pour moi plus qu'une passion. C'était un vrai besoin. Et donc, grâce à cette envie si forte et au soutien sans faille de mes parents, je me suis tout donné pour atteindre mon rêve. À l'âge de 7 ans, puis à 13 ans, je suis devenue championne d'Australie dans les catégories respectives. Et puis à l'âge de 15 ans, une des meilleures danseuses de mon pays. Donc l'année suivante, à mes 16 ans, mes parents ont pris une décision très difficile et c'était de me laisser partir en Europe pour continuer à faire des compétitions dans le monde entier. Alors, j'ai été entraînée par des plus grands champions. Puis, mon but, c'était toujours juste de devenir la meilleure danseuse possible. Et puis, de la meilleure version de moi-même. Donc, j'ai fait mes valises. Et puis, je suis partie toute seule comme une grande. Je suis arrivée au Danemark, là où je suis restée, 3 ans. J'ai dû apprendre la langue, pas évidente. Et puis, j'ai dû prendre des petits boulots comme femme de ménage ou envoyer des journaux. Parce qu'à ce moment-là, je ne gagnais pas encore ma vie dans la danse. Mais en parallèle, je ne cessais pas de m'entraîner vraiment à fond pour continuer à faire des compétitions partout dans le monde. Puis j'ai vécu dans plusieurs pays, donc le vôtre, la France, où j'ai même eu de la chance de gagner le titre de championne nationale en 2007. Je me suis ensuite installée en Slovénie, Hong Kong, Italie, en m'enrichissant vraiment de cultures différentes à chaque fois, avant de revenir en France en 2010. J'allais dire 2006, non, je suis arrivée en 2006. Je suis revenue en 2010. Le vin et le fromage me manquaient trop, quoi. On adore la France, franchement. Donc mon chemin a été vraiment rempli de beaucoup belles réussites, mais aussi de beaucoup d'échecs. Et puis ce n'était pas simple à chaque fois de recommencer et de trouver ma place dans un nouveau pays avec des nouvelles personnes. Mais j'ai toujours gardé mon objectif en tête. J'ai continué à ICRA. Ouais, c'est bon ça. N'oubliez pas que je suis blonde et pas française, donc ça fait beaucoup des fois. Donc, à croire, à travailler, et puis de garder surtout le feu en moi. En 2010, je pensais avoir trouvé vraiment, enfin,
ma meilleure situation, la meilleure opportunité de ma vie en Italie en dansant avec un grand champion du monde. Et puis lors d'un week-end à Paris, j'ai compris que finalement, ce n'était pas mon destin. Donc une nouvelle déception. J'ai donc décidé, bon, je vais quand même rester à Paris, même si je n'ai pas de boulot, je vais quand même rester à Paris, parce que j'adore la France. Et puis, j'ai dormi sur des canapés de mes amis, sans savoir ce que la vie me réservait. Donc 2 mois plus tard, j'ai passé le casting de Danse avec les stars. Et je peux vous dire que ce casting a complètement changé ma vie. Non seulement j'ai été prise pour accompagner les stars de cette émission phare sur la première chaîne de télévision, mais en plus, cerise sur le gâteau, j'ai gagné la première saison avec le chanteur Matt Pokora. C'était autant plus fou et gratifiant parce que à cette époque-là, je ne parlais pas très bien français. La preuve, j'ai été sous-titrée toute la première saison. Voilà, vous pouvez regarder les images. Donc en 11 saisons, cette émission m'a ouvert beaucoup de portes et des belles opportunités. J'ai même participé à Danse avec les stars chez moi en Australie l'an dernier où j'étais finaliste. J'ai fait de nombreuses émissions de télé, des tournées, voilà, même en chaussant des patins à glace sur Holiday on Ice avec Brian Joubert. Mais aujourd'hui, je suis non seulement danseuse et chorégraphe, mais aussi femme d'affaires, RP, directrice artistique, productrice, organisatrice d'événementiels et même apprentie conférencier aujourd'hui. Si je l'avais dit à la petite fille rêveuse que j'y étais, elle l'aurait jamais cru. J'ai encore de beaux projets en cours qui m'excitent tellement et qui me donnent envie de me battre encore plus fort. Je suis certaine, et c'est important, qu'il ne faut jamais cesser de rêver, de se créer toujours de nouveaux rêves, même s'ils paraissent inaccessibles. Le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est qu'avec la passion et l'envie, tout est possible. Merci encore à vous, à la BP, Patrice, Barbara, de me convier aujourd'hui. Merci. Merci. Merci beaucoup, Catriona Pacette. La personnalité que nous allons recevoir maintenant, j'allais dire, je l'ai connue à mes débuts. Nous avons un ami cher en commun qui nous a quittés il y a maintenant 35 ans, Coluche. Et j'ai envie de dire que la personne que vous allez avoir est un multicerveau. Carrière plurielle, tout lui a réussi. Et j'allais dire pourtant, est-ce qu'il avait eu son bac comme moi avec 2 ans de retard? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas posé la question. Mais il est toujours allé de l'avant. Il a toujours un coup d'avance. La preuve, quand Canal allait mal à ses débuts, parce que ça allait mal dans les années 84, il est allé chercher, notamment Coluche. Il a cette vision, ce point GPS dont je parlais tout à l'heure, et puis surtout, il a beaucoup de cœur. Il a d'ailleurs fait le bonheur des belles années de Canal+, comme on dit, entrepreneur, journaliste, animateur de télévision, patron de magazine de presse. Il a été patron du Paris Saint-Germain, qui a gagné la Coupe d'Europe avec lui en 1996, qui était la Coupe des Coupes, si je ne me trompe pas. Il est aujourd'hui président du club de la Berrichonne de Châteauroux, qui fait partie des meneurs de ce réseau social des entrepreneurs présidents de club. Je vous demande d'accueillir Monsieur Michel Denisot. Merci Patrice. Donc je n'ai pas de diplôme. En fait, j'ai tout appris des autres et grâce aux autres, et j'ai eu la chance dans mon métier, j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire. Et je voulais être journaliste à Châteauroux et comme on ne m'a pas gardé, je suis parti. Et donc ensuite, j'ai appris des autres et j'ai appris avec les multiples rencontres que j'ai pu faire au fur et à mesure de ma vie, essentiellement comme journaliste. Et j'ai coutume de dire que les seuls concours que j'ai réussis, c'est des concours de circonstances et je crois que c'est important dans la vie de ne pas rater ces concours-là. Et je pensais à ce rendez-vous il y a lundi dernier, j'étais sur la scène de l'Olympia, non pas pour chanter, mais pour faire un masterclass avec Tony Parker. Et son histoire va très bien avec le thème de ce matin. Tony Parker est aujourd'hui chef d'entreprise, il a arrêté sa carrière il y a 2 ans, il a 300 salariés. Et au départ, vraiment rien ne le prédisposait à la vie qu'il a eue. Il est né d'un père américain qui joue au basket en Belgique, dans le nord de la France, d'une mère naturopathe qui est néerlandaise. Il est né à Bruxelles et ses parents sont séparés très tôt. Et à 9 ans, il était à Fécamp. Sa mère habitait Fécamp. Il a commencé à jouer au basket à Fécamp. Et il rêvait de jouer en NBA. Il n'était pas très grand. Il était plutôt maigre. Enfin, il n'avait vraiment rien pour réussir ce qu'il a réussi.
À 14 ans, il est venu à Paris, à l'INSEP. Il a décidé d'être français, ce qu'il n'était pas, pour pouvoir jouer avec l'équipe de France, pour pouvoir que ce qui était son rêve devienne son objectif. Et je crois que c'est ce qui résume bien un peu aussi toutes les interventions de ce matin, des histoires de chacune et d'entre vous. C'est-à-dire que le rêve devient un objectif. Et quand il est arrivé à l'INSEP, qu'il a dit qu'il allait jouer à NBA, tout le monde se moquait de lui, ironisait, etc. À 19 ans, il part aux États-Unis. Il se présente pour les sélections, pour être dans les clubs. Il est sélectionné à San Antonio, aux Spurs de San Antonio. 2 ans après, il est champion NBA. Jamais un Européen n'avait été meneur de jeu et champion de NBA. Il était meneur de jeu, c'est-à-dire le patron sur le terrain. Et la première année, la star de son équipe, Duncan, ne lui parlait même pas. Et il a été champion de NBA 4 fois. Il a été champion d'Europe. Il jouait avec l'équipe de France. Il revenait jouer avec l'équipe de France à ses frais, puisqu'il fallait qu'il s'assure, vu la valeur qu'il avait. Il a joué pendant 20 ans. Il a marqué 20 000 points. Il a été flashé à 33 km/h balle en main. C'est la raison pour laquelle il n'a pas joué à Paris, parce qu'il allait trop vite. Aujourd'hui, donc, il a arrêté sa carrière il y a 2 ans. Il a 300 salariés. Il a acheté le club de Villeurbanne. Il a des parts dans l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas. Il est propriétaire d'une partie d'une station de ski à Villard-de-Lans. Il fait de l'immobilier. Il va avoir un vignoble bientôt. Il a une écurie de course. Il veut racheter plus tard un club de NBA. Un club de NBA, ça vaut dans les moins chers 1,8 milliard. Et c'est un homme d'affaires extrêmement averti. Et donc le maître mot de sa vie, ça a été le maître mot de beaucoup de gens ici, c'est-à-dire d'abord un rêve, ensuite un objectif, et tout faire, avoir un mental d'acier pour y réussir. Dans ma vie, j'ai vu à des niveaux moindres des gens qui ont débuté avec moi et qui sont devenus aussi numéro 1 dans leur métier, que ce soit Yann Barthès, Louise Bourgoin, Jean-Luc Delarue, qui ont démarré avec moi, ils faisaient 1 minute. Et il passait une journée, il travaillait pendant 8 heures sur la minute. Et c'était assez facile de voir qu'il réussirait, parce qu'ils étaient obsédés. En fait, il faut être obsédé. Obsédé par son travail, obsédé par l'objectif que l'on poursuit. Et si en plus on a la chance que dans votre métier, ce qui est mon cas, et je pense aussi la plupart d'entre vous, que votre passion soit votre métier, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment l'impression de travailler dans ces cas-là. On est heureux d'atteindre, de vivre sa passion. Et c'est une chance qu'on a et un privilège dans la vie de se lever le matin pour vivre de sa passion, que ce soit en même temps votre travail et que vous gagnez votre vie et que vous réussissiez aussi. Donc je pourrais en citer plein qui ont débuté comme ça. Il y a Marc-Olivier Fogiel, il y a Christophe de Chavannes. Ils ont tous démarré avec moi en faisant 1 minute. Et aujourd'hui, donc, ils sont tous des symboles de réussite. Et Patrice évoquait aussi ce qui nous lie depuis les 84-85. Je crois que Patrice venait au début dans le public des émissions à la télévision. Et quand on vient dans le public des émissions, souvent on a déjà une arrière-pensée. C'est qu'on a envie peut-être d'être à la place de celui qui est devant la caméra. Et je ne sais pas si tu avais cette envie-là, mais tu n'en étais pas loin, puisque déjà tu étais rusé, et déjà donc tu es passé du public à stagiaire de Coluche. Et on peut être stagiaire de Coluche et être Patrice Béguet aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Michel. Petit moment d'émotion. La pandémie avait mis tout le monde du spectacle à l'arrêt, vous le savez, et j'ai voulu leur rendre hommage, mais c'est sans compter sur la ténacité, la bravoure d'un homme et d'une femme, Philippe et Majda Delmas, les patrons de l'Apollo Théâtre. Ils ont tout de suite su se réinventer dès le mois de mars, quand tout nous est tombé dessus, pour lancer ces spectacles qu'on appelait en streaming, vous vous rappelez, avec leur propre dispositif. Aller de l'avant, c'est leur essence propre. C'est pourquoi elle nous a dit oui sans hésiter quand nous avons lancé, avec Barbara et toute l'équipe, le French Touch Tour pour aider le spectacle vivant, tout simplement à rester vivant l'hiver dernier. Et ce matin, elle est avec nous. Je l'ai connue parce que Yannick Bolloré, tu te rappelles, t'avait envoyé pour une tournée qu'on faisait, qui était à l'époque de Wanadoo. Effectivement, quand j'étais journaliste télé. Quand tu étais journaliste télé, je vous demande d'accueillir Majda Delmas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci Patrice pour cette invitation. Merci pour toutes ces belles initiatives que tu nous offres, nous les entrepreneurs. Tu nous mets en avant. L'atelier en avant, on est en plein dans le contexte. Le 18 mars, l'Apollo Théâtre a permis aux Français de regarder des spectacles à partir de leur canapé. Bien, on avait une infrastructure de live streaming depuis quelques années. Bon,
On y avait pensé pour les privatisations corporate. Et là, on s'est dit, pourquoi pas l'ouvrir à la culture. Il manquait un petit quelque chose. Un artiste qui est sur scène, surtout un humoriste, a besoin d'un retour. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas développer très vite une application sur mesure pour notre infrastructure? On l'a fait. On a mis 10 écrans, c'est improbable. 20 écrans dans les sièges, face aux artistes. Dans ces 20 écrans, il y avait 20 foyers présélectionnés, en plus de tous ces connectés qu'on ne voyait pas. 200, 300, 400, 600 personnes. On a programmé de l'humour, avec la French Tour, la BPI, on avait Didier Gustin, on avait Bernard Mabille, Madonna Niçoise et plein d'autres artistes. Des concerts, Patrick Fiori qui est venu annoncer son nouvel album. On a fait 77 live streams. On a fait travailler 20 intermittents, réalisateurs, techniciens son, techniciens lumière. Il faut savoir que le live stream fait tomber les frontières. Oui, parce qu'il y a 1,5 million d'expatriés dans le monde. Ces gens-là ne viendront jamais dans les salles parce qu'ils sont trop loin, parce que le spectacle sera en fin de production, en fin de tournée. Et ils étaient ravis de nous suivre. On a eu encore des demandes et on a continué. Et vous savez ce qu'on a fait, nous, à la rentrée? On s'est dit, mais c'est pas grave. Nous avons des gens en présentiel, en physique, pourquoi ne pas continuer? Donc dans notre grande salle, on a continué à programmer des spectacles en live stream. Oui, double jauge. Financièrement, pour le producteur, c'est extrêmement intéressant, double recette. Et pour l'artiste, il a une visibilité juste extraordinaire. Voilà, nous voilà comment on a fait pour rebondir, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas baisser les bras, la culture devait continuer, on ne voulait pas fermer nos portes. Grâce à l'État, bien sûr, on a eu des aides aussi pour pouvoir perdurer. Et puis, écoute, Patrice, moi, tout ce que j'ai à vous dire, découvrez le live stream à l'Apollo Théâtre et n'hésitez pas à passer dans notre salle. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. L'enchaînement n'est pas facile et en même temps, il est très facile. Qui est vacciné? C'est rassurant. Professeur anesthésiste, réanimation à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et ancien vice-président de l'Université de Paris, il était, jusqu'à sa prise de fonction, la personne qui vous a permis, en fait, d'avoir ces vaccins. C'était très important pour nous de l'avoir aujourd'hui. Donc, bras droit d'Olivier Véran et directeur adjoint du Centre interministériel de crise auprès du Premier ministre. Aujourd'hui, il est le directeur général de Paris Campus Santé, ce centre de recherche, de formation, d'innovation et d'entrepreneuriat pour le numérique. Il va vous expliquer l'importance de ce centre d'innovation qui est très important, qui a été créé par le Président de la République. Je vous demande d'accueillir, et l'honneur qu'il nous fait, d'être avec nous, le professeur Antoine Ténière. Merci beaucoup Patrice, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors je ne suis pas venu contrôler les passes sanitaires, ne vous inquiétez pas. Mais simplement, effectivement, un matin de février, j'ai un coup de fil à 8h30 qui me dit est-ce que tu peux venir? On a des difficultés à gérer une situation qui s'annonce problématique. Et 10 minutes après, j'avais un bureau, un téléphone et j'écrivais un premier discours où il fallait expliquer qu'on ne se serrait plus la main, on ne se faisait plus la bise. Et puis l'enchaînement qui s'est suivi, vous le connaissez. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est que dans cette crise, il y a eu la révélation de talents, d'énergie, d'idées et d'innovations absolument exceptionnelles. Évidemment dans le système de santé, mais aussi à travers toute la France, de personnes qui ont voulu aider, qui ont voulu accompagner, qu'elles soient dans la santé, qu'elles soient dans le système public, qu'elles soient dans l'administration, qu'elles soient dans les entreprises, qu'elles soient dans les startups, qu'elles aient juste des idées. Et en fait, un des enjeux, ça a été de rassembler, de catalyser et d'accompagner ce dynamisme exceptionnel pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait sortir de ces situations difficiles. Et je crois qu'il y a eu plusieurs témoignages aujourd'hui dans des situations de vie difficiles qui montrent combien ça peut faire réfléchir et combien ça peut être un élan pour se relancer et pour avancer. Et donc la question qu'on a essayé de résoudre après cette crise, c'est comment est-ce qu'on capitalise sur toute cette énergie et sur tout cet élan dans un moment où tout le monde s'est intéressé forcément à la santé. Eh bien, c'est en créant justement Paris Santé Campus, en assemblant des chercheurs, en assemblant des entrepreneurs, en assemblant des institutions et en les accompagnant pour penser ensemble la santé de demain. La santé de demain, comme dans beaucoup d'autres domaines, elle est numérique, elle est digitale, elle est basée sur l'intelligence artificielle. Et pour être capable d'inventer aujourd'hui ce qui a été
les vaccins il y a 100 ans, l'ADN, les grandes découvertes notamment de l'ADN il y a quelques années, eh bien c'est sur le numérique qu'il faut investir. Et donc ce centre Paris Santé Campus, dans un des fleurons de la médecine française, de Val-de-Grâce, développe la station F de la santé, accompagnée des meilleures expertises nationales sur la recherche, sur la donnée, sur l'intelligence artificielle, avec la volonté justement de penser avec tous les citoyens ces innovations, leurs usages et les questions qu'ils vont générer sur l'éthique. Est-ce qu'on surveille ? Comment est-ce qu'on amène du progrès avec le numérique? Et c'est donc avec tout ça qu'on accompagne le système de santé pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et merci pour tout ce que tu as fait. Voilà. J'ai été heureux, tu ne l'as pas dit, mais on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que Big et que le Big Tour puisse se faire. Voilà. Et effectivement, le président l'a mentionné, c'était des organisations spécifiques, mais c'était fabuleux qu'on puisse donner la possibilité à toutes ces énergies de se rassembler. Absolument. Merci beaucoup. Vous allez avoir devant vous une femme incroyable. Et en parlant d'innovation dans les medtech, la première fois que j'ai entendu cette femme, c'était lors du Grand Prix Business with Attitude organisé par Madame Figaro. Je me souviens avoir été profondément touché par son témoignage, impressionné par son pitch totalement époustouflant, une prise de parole qui lui fait remporter ce jour-là ce prix. Cette femme entrepreneur est la parfaite illustration que l'on peut toujours faire des différences par la différence, que l'on peut toujours transformer une difficulté en opportunité. Après avoir souffert pendant des années de douleurs chroniques, elle crée Lucine, qui conçoit la première molécule digitale capable d'apaiser les douleurs chroniques. 5 ans plus tard, elle recrute 30 personnes, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et lève 5,5 millions d'euros. Qu'est-ce que je dis? 30, 40 emplois. Je vous demande d'accueillir tout de suite, comme il se doit, Madame Marine Gauthier-Slou, fondatrice de Lucine. Merci beaucoup, Patrice. Et je voudrais démarrer par dire merci, de remercier. J'ai une chance incroyable aujourd'hui, c'est de partager cette scène en compagnie de guerriers et de guerrières incroyables. Donc je voudrais vraiment remercier au plus profond de mon cœur. Je me sens très fière et j'espère contribuer à pouvoir vous transmettre de cette énergie, de transmettre de cet en avant. Alors ce en avant, pour moi, dans ma vie, effectivement, il est d'abord passé par mon corps. C'est mon corps qui m'a fait prendre conscience, par la douleur, qu'il fallait marcher. C'est mon corps qui, parfois, à cause des maladies, je souffre d'une maladie qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos et d'une endométriose, et parfois, vous ressentez derrière, vous savez, le léger fil qui vous relie à la vie, et que parfois, il peut être facilement coupé. Ça, c'est la première chose qui me permet de marcher tous les jours. La deuxième, c'est que je suis encore, et je pense jusqu'à la fin de ma vie, un grand enfant. Vous savez, j'ai chez moi un petit carnet noir sur lequel, quand on m'a annoncé ma maladie, j'ai décidé de marquer tous mes rêves. Eh bien, je vous annonce que ce carnet noir, alors il continue de se remplir, mais plus important surtout, je continue de cocher des cases. J'ai monté une entreprise, expérience extraordinaire. J'ai réussi à solidariser une équipe, c'était incroyable. Aujourd'hui, j'arrive avec des premiers résultats scientifiques. Vous êtes les premiers à qui je l'annonce officiellement. Ça marche, c'est-à-dire que je vais pouvoir demain soulager des femmes atteintes d'endométriose plus puissamment que certaines molécules et permettre à ces femmes de reprendre une vie normale. Je coche. Mais j'ai toujours aussi voulu être danseuse et chanteuse quand j'étais petite. Et je m'étais dit, mais tu peux pas être entrepreneur, scientifique et monter sur scène. Eh bien, je vous en donne une bonne. Pour financer mon entreprise, j'ai été meneuse de revue dans un cabaret, j'ai fait du burlesque et j'ai été chanteuse de blues et de jazz. On coche. Aujourd'hui, j'ai encore plein de rêves. J'ai eu la chance d'apprendre la négociation professionnelle. Comment faire en sorte, par la parole, de faire en sorte que des gens se retrouvent. Comment faire en sorte, à travers le conflit, qu'on puisse en sortir quelque chose de diplomatique. Incroyable. Je veux demain devenir négociatrice professionnelle. J'ai décidé de remonter sur scène aussi. Je me suis dit qu'après 5 ans d'entrepreneuriat, c'était reparti. Donc du coup, j'ai décidé de remonter sur scène. Je coche des cases. Et vous savez pourquoi je n'ai pas peur ? Parce que j'ai 3 ans. Et que quand on a 3 ans, messieurs, dames, rappelez-vous, votre cœur d'enfant, vos yeux d'enfant, on n'a peur de rien, on n'a pas peur de l'autre. Et je voulais terminer par ça.
j'ai la chance de faire partie des dernières qui passent, c'est d'avoir écouté tous vos témoignages. Il y a quelque chose qui nous relie tous pour moi, c'est l'amour. L'amour qu'on porte aux autres. J'espère que je vais arriver à le dire jusqu'au bout. L'amour qu'on porte aux autres. Pourquoi j'ai monté cette entreprise? Parce que le jour où on m'a diagnostiqué, j'ai levé la tête et dans la salle d'attente, il y avait des dizaines d'hommes, de femmes, d'enfants de tous les âges. Et on venait à la fois de les diagnostiquer, mais aussi de leur dire qu'ils auraient mal toute leur vie, qu'on ne pouvait rien faire pour eux. Ce qui m'a envie, ce qui m'a donné cette énergie de faire Lucine, et croyez-moi, vous le savez tous, c'est dur de monter une entreprise, c'est d'aider ces hommes et ces femmes. Ce que j'ai entendu dans ces témoignages, c'est l'amour des équipes qu'on porte en tant qu'entrepreneur. C'est l'amour à l'autre à travers la notion de nation, à travers la notion de territoire, à travers la notion d'agriculture, à travers la notion d'environnement. C'est le fait de s'aimer les uns les autres. C'est le fait de, le matin, se réveiller et se dire « je vais donner de l'amour à l'autre ». Alors vous pouvez vous dire, hein, c'est hyper chamallow. Bah ouais. Bah, au vu de toute la violence qu'on a aujourd'hui partout dans les médias, partout dans notre quotidien, un peu d'amour, ça fait pas de mal. Et je vais terminer par une citation qui me ressemble beaucoup. Vous savez, je suis du Sud-Ouest, je me contiens pas mal hein, dans l'énergie. Je suis du Sud-Ouest, moi j'aime bien le franc-parler. Et donc je voudrais vous dire quelques mots qui sont pas de moi, qui sont des inconnus. Je vais vous dire que ce qu'il faut pour entreprendre, c'est simple. Le matin, vous vous levez, vous ouvrez les yeux et vous vous dites « aimez-vous les uns les autres, bordel de merde ». Voilà. On va arriver sur notre dernier intervenant et je vois le chiffre qui vient d'être publié par Nolwenn. Vous êtes derrière l'écran, plus de 2 millions. Bravo, bravo, merci. Le dernier intervenant, quand j'ai pensé cet atelier, ça ne pouvait être que lui. Liberté et renaître à la vie. Liberté, encore un pas en vie. Ça vous rappelle rien, ça? Si, vous faites tous comme ça. Et si je vous dis autodidacte, pianiste, virtuose, touchant, inspirant, un cœur gros comme ça, simplicité, proximité, optimisme, une étoile, tout simplement, pour moi, le leader du cœur, un homme de lumière. Je vous demande d'accueillir Gilbert Montagnier. Merci, Gilbert. Bonjour tout le monde. Waouh, man, c'est vraiment inspirant de vous entendre. Quel respect j'ai pour chacun d'entre vous que j'ai pu écouter et entendre en même temps. Alors, moi, je m'appelle Gilbert Montagnier, ça a toujours été comme ça, hein, en fait, depuis ma naissance, donc ça, c'est pas nouveau. Mais depuis ma naissance, en fait, tout le monde croyait que j'allais mourir parce que je suis né à 5 mois et demi et je pesais 950 grammes. Imaginez le boulot que j'ai eu pour rattraper tout ça. Bon. Donc, j'ai été en couveuse pendant 3 mois et demi. Et à l'époque, en couveuse, les parents ne pouvaient pas venir tout proche du bébé. Il y avait une vitre qui les séparait. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait la vitre, donc je ne les entendais pas, rien. Donc j'étais vraiment solo de chez solo, si vous voulez, dans la boîte. Mais tout de suite, je ne me suis pas posé de questions, je n'ai pas hésité. C'est-à-dire, vraiment, à partir de l'âge un bébé de 5 mois et demi, je peux vous dire, moi, aujourd'hui, que je savais que j'allais vivre et que je savais que tout allait bien se passer, il y aurait des bosses, il y aurait des échecs, oui bien sûr, mais que j'allais y arriver. Alors, je suis né dans une famille, il n'y avait pas le bouquin livré avec, hein, 4 enfants dans un appartement de 43 mètres carrés, mon père était ouvrier, bon, maman était à la maison, mais ça a dû être difficile pour eux d'avoir un enfant non-voyant qui déboulait parce qu'ils n'en avaient jamais vu. Or que des fois dans la rue, faisant la manche, parce qu'à l'époque, c'est malheureusement tout ce qu'on pouvait faire. Hein. Il y avait quelques accordeurs de piano quand ça allait bien. Et ben, ils ont dit, on va l'élever comme les autres. Ça a été leur phrase, on va l'élever comme les autres. Ce qu'ils ne savaient peut-être pas, c'est que comme les autres, ça n'existe pas. Parce que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents et importants. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'importance, il faut absolument y croire et cultiver cette importance. Si on avait dit aux masses
depuis des années, leur importance, il n'y aurait pas tous ces déprimés chroniques. Il n'y aurait sûrement pas tous ces grincheux, toutes ces cécités psychologiques. Parce que c'est ça la plus grave des cécités. C'est la cécité psychologique quand on ne veut pas voir ce qui peut aller mieux. Alors, je suis allé dans un jardin d'enfants. À l'époque, il fallait faire 3/4 d'heure de métro et 3/4 d'heure le soir pour aller là-bas parce qu'on ne t'intégrait pas dans les écoles maternelles. Tu ne pouvais pas y aller. Donc, jardin d'enfants, mais dans le métro, ça a été extraordinaire parce que j'ai appris beaucoup de social psychologique parce que je ressentais les vibrations des gens qui me regardaient intensément. Et moi, je leur souriais, c'était ma façon à moi, tout petit enfant, de leur dire « Attends, mais c'est pas grave, je t'assure, il faudrait que je puisse te parler pour que je t'explique. » Parce que moi, ça n'a jamais été grave. Voilà le problème. Mon problème, c'est ça. C'est que mon handicap n'a jamais été quelque chose de grave et qui allait m'empêcher d'avancer. Jamais. J'ai jamais considéré le fait que j'étais non-voyant, ça allait m'empêcher de faire quoi que ce soit. Pas du tout. Après, je suis allé à l'école primaire, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. C'était génial. Il y avait l'institutrice qui est arrivée en classe, elle a dit « Qui veut faire du piano ?» Levez la main. Ça tombait bien, j'avais les deux, donc j'en ai levé une. Et j'ai commencé à toucher le clavier, c'était super cool. C'était une sensualité extraordinaire. Ils avaient fait des formes différentes entre les blanches et les noires. Comme ça, on pouvait reconnaître. Parce que moi, le noir, ça n'existe pas. Et le blanc, ça n'existe pas non plus. Je ne suis pas programmé comme ça. Et je trouve ça très très bien parce que, ok, j'ai pas vos couleurs, c'est vrai. Mais j'ai les miennes. Et les miennes, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'il faut absolument comprendre que moi, je peux vous parler que de ma réalité à moi. Vous comprenez ? Par exemple, je peux vous parler du fait que j'ai été passionné de comprendre les autres pour qu'un jour ils me comprennent. Et c'est pour ça que je n'en ai voulu à personne quand je suis tombé dans les rails du métro à l'âge de 17 ans avec une petite copine non-voyante. Bon, on faisait un peu de conneries. J'ai raté la station, donc je me suis trompé. Et on est tombés, dont tous les deux. Le quai était noir de monde. Tu crois que quelqu'un aurait bougé avant pour nous dire attention? Parce que les voyants, ils ont un problème. Et les voyants, ils se disent, bon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui parle? Et pendant ce temps-là, toi, tu tombes. Bon, mais c'est pas grave. Eh oui, Donc on est remonté. Et puis, tu crois que quelqu'un aurait dit vous voulez qu'on vous accompagne? Non, les gens disaient c'est pas normal d'avoir des aveugles comme ça tout seuls. Faut appeler la police. Faut appeler la police parce que ça va pas du tout. Et donc ils nous ont laissé remonter complètement choqués. Et sale, moi qui ai horreur de toucher la poussière, c'est sale le parterre du tunnel, c'est plein de cambouis, c'est pourri vraiment. Et donc ils nous ont laissé remonter dans le prochain métro, complètement choqués, et d'aller solo chez nous. Donc j'ai appris qu'il fallait comprendre l'autre pour qu'il te comprenne. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. J'ai eu la chance de faire de la musique, bien sûr. Si je suis trop long, vous me faites un signe de loin que je m'arrête parce que c'est... Et en fait, c'est pas que je rêvais d'être chanteur ou musicien, mais moi j'ai toujours su que j'allais être sur scène. J'ai toujours pensé que j'allais être sur scène. Pas forcément devant, j'aurais pu très bien être musicien, accompagner quelqu'un, ça me dérangeait pas du tout. Et le problème, c'est que l'handicap, c'est encore aujourd'hui un sujet chiant pour les médias. Et ça, j'aurais parlé au monde des médias pendant 3 secondes. Arrêtez, je veux dire. L'handicap est un sujet très intéressant. Ce qui est chiant, c'est le surhandicap. Parce que la déficience, on ne peut pas te l'enlever, la déficience. Ok, j'ai une déficience visuelle. Enfin bon, moi je ne comprends même pas ce que ça veut dire, parce que moi je trouve que je vois très bien. Mais j'ai une déficience visuelle, d'accord. Le surhandicap, c'est quand rien n'est prévu pour toi. C'est quand on dit ça, tu ne peux pas le faire. Là, tu ne peux pas y aller. Le film, quand j'étais môme, moi j'allais au cinéma avec mes frères et mes sœurs, et il y avait des fois des caissières qui avaient des réflexions incroyables. Mais comment vous l'emmenez le petit au cinéma? Elle ne va rien comprendre. Alors que moi je comprenais très très bien, parce que tu n'as pas nécessairement besoin des yeux pour comprendre le monde, pour comprendre ce qui se passe. Je sais anticiper les scènes d'un film. Et souvent, je dis à Nicole, mon épouse, que ce qui va se passer, je lui disais ça.
parce que un jour, par le rapport que m'avait demandé Xavier Bertrand, j'ai pu aller interviewer. C'est un rapport sur le mieux vivre de l'handicap visuel. J'ai pu aller interviewer les chaînes de télévision. Alors c'était vraiment bien parce que je suis arrivé et puis je leur ai demandé qu'est-ce que tu fais pour l'audio-description. L'audio-description, c'est, vous savez, quand on décrit les scènes muettes d'un film. Si je lève la main, le spectateur non-voyant, il ne va pas savoir que je lève la main. Donc tu lui dis, Gilbert, lève la main. Il ne faut pas raconter l'histoire du film, on n'est pas stupide, on comprend. Il faut juste raconter les scènes muettes. Alors, qu'est-ce que tu fais pour l'audio-description, leur demandai-je. Alors j'étais tranquille puisque je savais qu'ils ne faisaient rien. Donc ils me disaient, bah non, je ne sais pas. Parce qu'il y avait Arte qui en faisait depuis 10 ans. Mais personne ne le savait. C'était même pas dans les journaux de télé. Tu sais, dans les journaux que tu lis, demain il y aura ça comme programme. Comme s'il ne fallait pas en parler, je ne sais pas, ils avaient un problème avec ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc les directeurs de chaîne, et on est allé voir les associations qui en faisaient, enfin l'association qui en faisait, parce qu'il n'y en avait qu'une à l'époque, il y avait la VH, et ils faisaient de l'audio-description. Et ils ont été scotchés, ils ont dit « Waouh, Gilbert, c'est ça l'audio-description ?» Bien sûr, c'est bien, tu as raison, bien sûr. J'ai rencontré M. Boyon, le président du CSA à l'époque, et notre Christine Kelly, je pense qu'elle est là, moi j'adore Christine, et ça a fait que, depuis lors, toutes les chaînes de 2,5% d'audience se doivent d'avoir de l'audiodescription. Et le premier programme de France Télévisions d'audiodescription, ça a été le mien. Ça a été Rendez-vous en terrain inconnu, et ça a été le premier programme en audiodescription. Mais je veux prendre encore 30 secondes pour vous dire que quand quelque chose fonctionne, il ne faut pas que ce soit des exceptions. Je comprends les exceptions, on n'en a rien à faire des exceptions. Il faut généraliser le process pour que ça fonctionne. Donc, quand j'ai joué dans, imagine, j'ai été acteur, j'ai joué dans Star 80, je me suis vraiment éclaté avec Thomas Langman, toute la production et tout ça. Thomas m'a convié, je lui ai dit, viens, emmène-moi à la convention des propriétaires de salles de cinéma, parce que je veux que l'audiodescription soit généralisée dans les cinémas. Tu sais qu'il y a 90% des films qui sont produits avec la piste numérique 6 qui est destinée à l'audiodescription. C'est déjà fait, mais personne ne le savait. Donc je suis intervenu devant les propriétaires de salles de cinéma et je leur ai dit « Hey, j'ai une bonne nouvelle, mais on fait de l'audiovisuel ». Donc, dans audiovisuel, il y a aussi audio. Alors voilà, je vais vous expliquer, ça va vous prendre 1 000 € pour équiper votre salle en audiodescription. Alors l'autre bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais que moi, je ne suis pas obligé de dire que je vous l'ai dit et que vous n'avez pas bougé. And now, j'en ai presque terminé. Maintenant, c'est généralisé dans les cinémas. Et imagine mon émotion quand je vais avec mes petites filles voir un dessin animé et que je redécouvre le film en audiodescription, parce que moi qui croyais tout comprendre, je ratais beaucoup de choses finalement. Et c'est merveilleux d'avoir non seulement des échecs, mais des victoires. Alors surtout, continuez à croire en votre force et surtout, regardez les gens comme moi, droit dans les yeux, pour que leurs yeux de l'esprit vous regardent aussi. Merci beaucoup. On va clôturer. Oui, vous pouvez l'applaudir. C'est très gentil. Si tu es d'accord, Gilbert, je vais demander aux autres intervenants de venir avec nous sur Bien scène. sûr, on va faire cette photo. Ah je ouais. vais vous remercier. Je peux pas faire le photographe, non? Non, je peux pas. Hein. Je voulais vous remercier toutes et tous ici présents dans cette salle. Vous étiez plus de 350, aux 2 millions de personnes qui nous suivent. Merci à tous les intervenants, Merci à toutes les équipes techniques. Vous avez été extraordinaires. Pour conclure ce moment inspirant, je citerai peut-être un extrait d'une chanson qui, pour une fois, j'aurais pu vous dire on va s'aimer. Ah non. J'aurais pu.
Non, tu veux pas. Alors j'aurais vous dire, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est changeons les âmes, changeons les cœurs. Mais surtout, venez. Mais surtout, comme tu le disais tout à l'heure, très beau, aimons-nous vivants, Absolument. osons, bougeons, restons solidaires, tous unis pour notre plus beau pays, la France. Yeah. Venez avec nous aussi. Venez. Parce que mine de rien, elles vont parler au président de la République tout à l'heure, donc elles font partie des intervenants. Voilà. Donc si vous voulez prendre des photos, c'est maintenant. Merci infiniment à chacune et chacun d'entre vous. Et pendant qu'on prend cette photo, je voudrais engager le monde de l'entrepreneuriat à créer des centres, des vrais centres de formation pour les personnes en situation de handicap. Parce que voilà le problème. Et ça, c'est un grand problème. Il faut comprendre que si tu engages quelqu'un d'handicapé, non parce qu'il est handicapé, mais par sa force, par son savoir, eh bien, c'est un plus pour l'entreprise. C'est pas un moins, mais c'est un plus. Je voulais dire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Patrice. Merci. All right. Je te rends le micro parce que Ouais. Merci beaucoup. Merci.